Les Pistonnés, l'émission qui a choisi de porter un masque, non pas bien sûr par choix, mais par obligation. Et oui, parce qu'on dissèque l'actualité de la Formule 1. Oui, parce qu'on va disséquer ce grand week-end bien sûr de Formule 1. Et oui, on lit vos commentaires bien évidemment. Et vous le remarquerez, mon vieux élastique de vieux slip bien sûr a été remplacé depuis la semaine dernière. On va se retourner bien sûr vers les Pistonnés parce que, eh bien, on entre dans cette dernière semaine de la saison 2020, dernière ligne droite, comme vous l'avez bien sûr compris également depuis le début de cette semaine. Ils sont de retour d'ailleurs pour une 51e vidéo des Pistonnés. On va commencer par l'homme qui s'est bien marré du petit montage sur le move de Russell sur Bottas avec les commentaires d'Omar Da Fonseca. J'ai bien surnommé Monsieur Brice Germain. Il lui a effectivement fait l'amour sans préliminaire, comme dirait notre cher Omar. Oui, effectivement, c'était un beau montage et surtout un énorme move de George Russell. On décryptera certainement plus tard dans l'émission. Ça va être le grand thème bien sûr de cette émission sur lequel on attend bien évidemment Monsieur Hamza Ramani qui nous a régalé aux commentaires sur RMC Sport. Il sort tout juste de Ligue des Champions et vient nous rejoindre. Quel honneur, merci Hamza. Par contre, je vous vois pas très bien du coup avec la buée. On va essayer de... Vous n'avez pas vu C'est dans le flou comme trouver la solution, mais magnifique. Ça va très bien. On va faire des trous dans le casque, tu sais, comme un grand film bien sûr qui traite de Formule 1. Et puis l'homme bien sûr, qui vient de passer les 150 000 abonnés sur YouTube. Cette fois-ci, je me suis pas trompé. C'est Pierrot Despiello, bien sûr, qui est avec nous. Salut mon Pierrot, ça va ? Ça va et toi, mon cher Manu ? Alors juste pour préciser, je vois que tout le monde a un masque chirurgical. Oui, c'est vrai. J'ai été épargné, visiblement. Où est l'argent des labos pharmaceutiques ? J'aimerais bien savoir où est-ce qu'il est passé. C'est vrai qu'il y a eu un commentaire dans ce sens-là la semaine dernière. Moi, aussi. je comprends pas là. Où est le pognon ? On est censé se retrouver à Abu Dhabi cette semaine. Qu'est-ce qu'on fout ici ? Oui, mais parce qu'on est vacciné. Ouais. Merci Pfizer, bien évidemment, qui sponsorise les Pistonnés. On ne s'appelle pas les Pistonnés pour rien, encore une fois. Le sommaire, les amis, de cette 51e émission, et vous allez le voir, le programme est lourd. Le débrief du Grand Prix de Sakir, marqué forcément par la première victoire de Sergio Pérez. Le décryptage, on reviendra sur ce double arrêt raté de Mercedes. On débattra aussi également autour de la question de la révélation de ce week-end. George Russell, un problème de riche pour Mercedes, oui, mais un problème tout court. Vous le verrez peut-être en vue, notamment de 2021, et pourquoi pas un petit peu après. Et puis alors, je vous ai concocté un quiz. Je vous le promets, aujourd'hui, on ira au bout. J'ai absolument envie de défendre ce quiz. On attaque par le tour de chauffe. Les news, bien sûr, de la semaine dernière. Et on va pas commencer par une très très bonne nouvelle. L'annonce est tombée dimanche, en fin de matinée. Romain Grosjean, en fin de contrat avec Haas, après Abu Dhabi, ne remontera pas dans la voiture ce week-end, du fait notamment des blessures qu'il a subies à la main droite. Le pilote français qui reste sur 10 saisons de Formule 1. Donc, voit sa carrière se terminer en pointillé, en tout cas du côté de la Formule 1. Mais Romain Grosjean avait un message avant tout pour vous. Salut à tous. Et bien voilà, décision très difficile ce matin, mais je ne vais pas pouvoir courir à Abu Dhabi. On a tout essayé, on a attendu un maximum, mais pour la suite, pour la suite de ma vie, pour ma main gauche, on doit faire attention. Donc je vais rentrer avec Marion à la maison, voir mes enfants, et puis travailler sur le futur pour retrouver le plaisir de gagner les courses le plus vite possible et récupérer l'ensemble des fonctions de ma main gauche. Donc voilà, décision difficile. Je ne pensais pas terminer ma carrière en Formule 1 comme ça, mais je pense que c'est pour le mieux. Et encore une fois, un immense merci à tous pour tous vos messages. Ça m'a fait très chaud au cœur. On pense bien évidemment à Romain Grosjean. On aurait aimé le voir terminer bien sûr du côté d'Abu Dhabi. On espère l'avoir bien sûr avec nous, les Pistonnés, pour revenir sur ses 10 ans de carrière. Mais cette annonce coïncide avec une autre, celle de la nomination de Mick Schumacher du côté de Chias et d'un titre également de champion de F2 pour le pilote allemand, fils d'une légende, champion 2020 de F2 à Sakir. Il avait fini 12e bien sûr la saison dernière pour sa première saison. 2 victoires, 10 podiums, 0 pôle. On rappellera qu'il avait été avant champion d'Europe F3 en 2018. Il a terminé également 2e du championnat ADAC F4 et de la F4 italienne aussi également la même année en 2016. Et puis il sera titulaire bien sûr du côté de Chias en 2021. Les amis, je suis obligé de vous faire réagir sur cet ensemble d'actualités parce que l'actualité a été riche ces derniers jours.
C'est la fin d'une ère de pilote qui a commencé fin 2000 en même temps que Lewis Hamilton, par exemple, à peu près dans les mêmes eaux. Et puis on a des jeunes pousses qui arrivent, pas forcément toujours les meilleurs, mais bon, là, Mick Schumacher, en l'occurrence, a prouvé en F2 sa valeur. Il faut généralement 2 ans pour éclore dans une discipline, en espérant que Haas puisse lui fournir un matériel pour lui-même se développer, d'abord, lui-même, et ensuite, derrière, aller atteindre le rêve ultime de tout le fan de F1, qui est de le voir chez Ferrari. Oui, voyons. Haas ne va pas développer sa voiture 2021. Allez, bon courage à Mazepin et à Mick Schumacher. Mais bon, pour être un peu plus sérieux, oui, si, c'est bien parce qu'il a fait une très belle saison de Formule 2. Un petit peu dommage pour Romain Grosjean de le voir partir sur un gros crash comme ça. Mais c'est vrai que derrière, s'il arrive à retrouver un petit peu l'utilisation de ses mains et qu'il peut remonter dans une voiture rapidement pour continuer sa carrière, faire une deuxième carrière ailleurs, tant mieux. Ça, on demande qu'à voir. Ouais, on lui souhaite juste d'être heureux, tout simplement, à Romain Grosjean. Oh, c'est beau. Et puis Mick Schumacher, effectivement, il n'aura pas la pression. C'est un peu comme George Russell chez Williams, il n'y aura pas la pression du résultat. Là, le fait de se retrouver face à un coéquipier tout aussi inexpérimenté, ça peut lui apporter une sorte de pression en moins encore, je pense. Donc, je me tarde de voir ce que fera Schumacher. On rappellera que c'est Fittipaldi qui rentrera, bien sûr, montera dans la voiture pour le Grand Prix de Abu Dhabi, mais que Mick Schumacher sera retrouvé lors des essais libres 1 dans la voiture qu'occupait Romain Grosjean. Et on a hâte, bien sûr, de voir tout ça. Sans plus tarder, on débriefe un Grand Prix qui a été palpitant. Ça se passait du côté de Sakhir, sur un circuit plutôt court, plutôt rapide, mais Dieu qu'il y a eu des rebondissements. Grand Prix de Sakhir qui se déroulait bien sûr au Bahreïn, c'était l'acte 2 mais sur un circuit tout à fait différent et ça a surtout été le jour des grandes premières. Regardez plutôt ce classement avec la première victoire de Sergio Pérez en carrière qui coïncide avec celle, la première aussi également pour Racing Point, le premier podium également pour Esteban Ocon, je vais y arriver. Les premiers points en carrière de George Russell qui s'offre aussi également son premier meilleur tour en carrière et puis à noter la P7 également de Daniil Kvyat, la présence d'une seule Red Bull dans ce top 10 et surprise, c'est Alex Albon qui vient gratter quelques points, ce qui nous emmène tout simplement aux 4 enseignements de ce Grand Prix de Sakhir et on va commencer forcément à évoquer cette grande victoire de Pérez, roi du désert après cette victoire bien sûr à Sakhir. Ocon, est-ce que ce podium sauve sa saison 2020 ? C'est une question que je vous poserai. On reviendra sur la déception de Ricciardo et Sainz qui auraient pu mériter mieux. Et puis une autre question qui nous a été, on va le dire, un petit peu inspirée par notre ami et collègue bien sûr Hydro. Est-ce qu'on n'a pas assisté au meilleur Grand Prix de cette saison ? On attaque tout de suite. Sergio Pérez, le Mexicain, donc qui remporte son premier Grand Prix en carrière. Il aura fallu attendre 190 courses pour Sergio Pérez pour monter sur la plus haute marche. Jamais un pilote d'ailleurs n'avait attendu autant. Première victoire mexicaine depuis Pedro Rodriguez en 70. Première victoire de Racing Point, on l'a déjà dit, mais surtout 7 remontadas, l'accrochage avec Leclerc au premier tour, il est reparti P18 au deuxième tour, la superbe stratégie aussi également en 2 arrêts, bien aidé par la Virtual Safety Car. On l'a vu dépasser Stroll, on l'a vu dépasser Ocon aussi également en piste, et puis un peu de réussite, il en fallait avec ce double arrêt raté de Mercedes sur lequel on va revenir bien sûr avec Alex Caldi dans quelques instants. Regardez ce que disait Sergio Pérez à l'arrivée de cette course, il se remémorait un petit peu ce qu'il s'est passé. J'ai dit à l'équipe que la voiture ressemblait à une limousine. C'était tellement facile. Cette saison, la chance n'a pas été avec nous. Je pense que cette victoire, nous sommes allés la chercher au mérite. Même si George a fait une course fantastique, j'aurais pu le contenir. Avec cette victoire, je suis plus en paix avec moi-même. Je veux revenir l'an prochain, mais ce n'est pas entre mes mains. Voilà en tout cas pour les mots de Sergio Pérez. Est-ce qu'elle vous a fait vibrer cette victoire du Mexicain ? Ah bah oui. Oui, puis clairement, je pense qu'on l'attendait plus cette victoire et ça fait plaisir de le voir. Surtout prendre une victoire avec la manière, parce que là, se retrouver dernier au premier tour, changer de stratégie, mettre les médiums, aller jusqu'au bout, mettre les hards pour ensuite terminer, faire la remontée, montrer que il suffit pas juste de rester bloqué, faut un petit peu se lancer sur les freins. Non, clairement, il a fait une course juste sensationnelle pour une première victoire, on pouvait pas rêver mieux. J'ai jamais été un très grand fan de Sergio Pérez et en l'occurrence, c'est dans ces moments-là que je suis content d'avoir été objectif et de me dire, en fait, il n'y a rien à dire sur lui et sur cette performance parce qu'il a cumulé tout ce qu'il fallait pour reconnaître une grande performance. Une remontada, une belle stratégie, des beaux dépassements. Il se retrouve quand même P11 au tour 11. Donc c'est quand même déjà énorme.
Il fait 2 dépassements sur Norris et sur Albon, parfait en l'espace de Toute beauté. de 3 virages. Donc, et puis derrière, il a eu le sang-froid sur la fin de course. Sergio Pérez, ça fait quand même quelques courses qu'il nous affiche quelque chose de très prometteur. Il y a toujours eu un truc qui a manqué. Aujourd'hui, il y a un truc qui l'a aidé, c'est ce qu'a fait Mercedes. Et c'est bien récompensé pour le coup. Ouais. Puis, juste pour terminer, c'est que sur la fin de la course, il s'échappe. Il est Et les sensationnel, 2 bien fois, il sûr. s'échappe. Mm. Donc, on peut rien lui reprocher, là, pour le coup. Ce qui est beau, c'est que ce qui est beau, c'est qu'elle arrive. Enfin, à mes yeux, en tout cas, au moment où peut-être où moi je m'y attendais le moins. Ouais. On ne cessait de répéter depuis le début de saison que Racing Point c'était peut-être en début de saison pour gagner, et puis ensuite avec le développement, ça allait être plus compliqué. Ça a été le cas en soi, factuellement. Mais Sergio Pérez, mine de rien, sur cette fin de saison, j'ai l'impression que c'est peut-être à chaque fois un petit manque de réussite qui lui a manqué à tel moment de sa carrière. Et il englobe tout ça. Aujourd'hui, il a toute la réussite au monde, parce qu'il faut aussi parler des doubles arrêts de Mercedes qui lui offrent une mine de rien la victoire. Et toute cette réussite au monde, ça va sublimer une course qu'il aurait déjà pu faire et qu'il a déjà fait par le passé, mais on en aurait peut-être moins parlé parce qu'il n'y a pas cette victoire au bout. Aujourd'hui, c'est une récompense de toute une carrière. Il faut mettre en lumière certaines choses aussi, c'est-à-dire que généralement, après les safety cars comme ça, on se dit qu'il peut rester devant parce qu'il a des pneus avantageux par rapport aux autres. Non, là, il est sur 49 tours de pneumatiques hard, ce qui n'est pas le cas d'Ocon, il me semble, qui est en médium. Non, Pérez s'arrête après. Ouais. Pérez s'arrête S'arrête après Ocon. Ça arrête après Ocon, mais il est en médium. Non, il est en hard. Ok. Il est en dur, Non, je pensais plus par rapport à Bottas, surtout. Où je me suis dit qu'en fait, il a réussi à s'échapper là où Bottas, lui, a eu beaucoup de mal dans le trafic, par exemple. Donc, mine de rien, réussir à garder cette position-là, un bon paquet de tours, mine de rien. Une trentaine, il me semble. Quelque chose comme ça. 40. Donc, 40. Donc, non, effectivement, il y a une vraie belle performance dans la manière et dans le résultat. Tout va sur le coup, pour le coup. Et puis il y a une opération comptable qui est très importante pour Racing Point. Racing Point a marqué plus de points sur un seul Grand Prix que n'a pas réussi à faire en tout cas Red Bull depuis le début de la saison. C'est quand même assez symptomatique, justement. J'y viens. Oui, vas-y, Hamza. Et puis pour Pérez, le niveau comptable pour Sergio Pérez, on disait la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, avec 2 courses en moins, avec l'abandon de Bahreïn, donc c'est la semaine dernière qu'on le disait. Je disais déjà qu'il aurait pu être plus proche de la 3e place que de la 5e. Là, c'est plus que confirmé. Juste un tour de table très rapidement. Ça peut changer les choses dans la décision de Red Bull, vous pensez ? J'espère que ça va changer les choses, parce que là, il y a un gars qui fait P18 à P1 quand même, quand il y en a un autre qui a un peu plus de mal dans du trafic et qui est censé pouvoir dépasser et aller chercher des gros points quand justement un Verstappen se plante. J'espère qu'on va essayer d'avoir un peu la raison chez Red Bull et se dire que le Sergio Pérez, au vu de la saison, comme le soulignait Hamza, je suis désolé, mais Alex Albon, il a plus sa place. Quand on a un pilote comme Pérez sur le marché, Albon n'a pas sa place. Alors c'est Red Bull, c'est particulier. Oui. On va pas ouvrir le débat aujourd'hui. C'est un tour de Mais table. ce que je veux dire, c'est que la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que Red Bull peut se permettre de laisser un vainqueur de Grand Prix sur le carreau ? Mais est-ce que tu penses vraiment que là, ils vont prendre ça en considération dans leur décision ? Genre, est-ce que il y aura un avant et un après Sakir pour Red Bull? Ça récompense, ça met en lumière aux yeux du grand public C'est la ce confirmation. qu'est Sergio Pérez. Mais aux yeux Et de aujourd'hui, Sergio Pérez, je pense, à mes yeux en tout cas, il apporterait plus de garantie qu'Alex Albon. Oui. Et peut-être que sur cette fin de saison, il a gagné cette garantie de résultats que peut-être ne pourrait pas apporter Nico Hülkenberg. Et puis une certaine expérience aussi dans la gestion des pneumatiques, chose qui a l'air de manquer en tout cas depuis quelques courses à Alex Albon. On part tout de suite sur le deuxième enseignement, Cocorico, parlons d'Esteban Ocon, premier podium en carrière, et vous allez le voir, podium sous l'émotion bien sûr pour le français, regardez plutôt avec ce tableau, premier podium pour lui depuis Abu Dhabi 2015 en GP3, partie P11, stratégie à un seul arrêt, un petit peu comme Stroll qui l'a dépassé d'ailleurs au virage 4, une saison quand même un peu difficile et on n'a pas beaucoup insisté nous ici même chez les pistonnés là-dessus. Il était quand même resté 1 an et demi sans Formule 1, dominé cette saison 2020 par Ricciardo, dans l'ombre aussi des exploits de Gasly, et je vous attends là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé en conf de ce côté où il peut souffrir un peu du fait d'être un peu moins bankable que Pierre Gasly, et on rappelle les stats de sa saison, 4 abandons, 3 arrivées hors des points qui ont été synonymes de critiques. Il a répondu aux critiques, regardez justement à travers cette déclaration et surtout cette performance. Quel voyage long et difficile pour en arriver là, même si nous avons progressé tout au long de la saison, le travail n'a jamais vraiment payé avant ce podium. D'habitude, je ne pleure pas pour rien, mais les larmes d'aujourd'hui sont venues pour une bonne raison. Esteban Ocon, est-ce que ça sauve sa saison 2020 ? Est-ce que le regard qu'on va avoir sur la saison d'Esteban Ocon est différent aujourd'hui ? Moi, je pense pas. Je pense que c'est un gros soulagement pour lui. Un soulagement aussi pour Renault, parce que mine de rien, pour Renault, c'est positif dans le sens où ils vont retrouver un Esteban Ocon qui va pas être dans une pente
négative en termes de mental. C'est un podium qui, en fait, est anecdotique et ne l'est pas en même temps. C'est-à-dire que pour le coup, sur cette course-là, il va être anecdotique. Par contre, pour le travail réalisé cette saison, il ne l'est pas. Et c'est un step à franchir pour lui. Une course avant de se retrouver face au maestro Fernando Alonso, pour le coup. C'est un podium symbolique, je dirais. Ouais. Symbolique sur sa saison et son retour, parce que rien n'a été facile. 4 abandons sur problème mécanique, donc pas de sa faute, pas d'accrochage. Il a été quand même en dessous de Ricciardo sur toute la saison, mais parce que derrière c'est Ricciardo, parce que derrière Ricciardo il était déjà dans l'équipe, que l'année dernière c'était aussi un peu compliqué pour Ricciardo, que Ricciardo c'est pas n'importe qui, ça je l'ai dit, mais Ocon... Tu peux le répéter une troisième fois. Je peux pas le répéter, non mais voilà. Parce que vous connaissez Daniel Ricciardo, c'est n'importe qui. Mais Ocon, quand on voit sa saison, il y a eu de la progression, et c'est aussi ça qu'il faut noter, un petit peu à l'image d'un Alex Albon, c'est qu'il y a une progression, il y a une envie, il y a quelque chose, mais à la différence d'un Albon, c'est qu'il n'est pas récompensé sur certaines courses où il prend des abandons mécaniques. C'est vraiment dommage, mais voilà, podium, franchement, bien tenté. Moi, je l'avais dit, dès que je l'ai vu mettre les hards, je me suis dit, bon, faut un coup de pouce du destin, mais ça peut jouer podium. C'est vrai, il l'a dit. Et je trouve J'étais là. Ocon, en fait, moi, j'ai toujours été assez indulgent à son égard cette saison parce que justement, comme tu l'as dit, à Ricciardo, il y a une saison ou une saison et demie finalement sans F1, etc. Mais je trouve qu'il a été victime pas du trop de performance, mais de la performance peut-être inattendue de Renault. Et parce que Renault avait une voiture capable d'aller scorer, d'aller chercher des gros points et que Ricciardo l'a fait de temps en temps, on se dit, il est où Ocon ? Et il n'était pas là. Et pas forcément de sa faute, on l'a dit. Pareil avec Hamilton et Bottas, par exemple. On en parlera plus tard tranquillement. Mais ce que je veux dire, c'est que Renault, et tu l'as dit tout à l'heure, Ricciardo, la saison dernière, il a une voiture compliquée, ce qui fait que lorsque Ocon arrive, on a cette image de Renault a une voiture assez moyenne. On ne va pas s'attendre à des miracles de Ricciardo, alors encore moins d'Esteban Ocon. Sauf que finalement, Renault s'est retrouvé avec cette bonne voiture, Ricciardo a performé, et Ocon, il y avait cette adaptation qui était peut-être longue aux yeux de certains, pas à mes yeux, mais aux yeux de certains. Mais à mes yeux, en tout cas, ce podium ne sauve pas sa saison, mais on va le retenir et j'espère que lui va s'en servir comme d'un déclic pour la saison suivante, où comme tu le disais, il va avoir Fernando Alonso. Et au sein de Renault même, sans même parler du sportif, ça va être autre chose. Pour rebondir sur ce que tu disais, il souffre de deux choses. Il souffre de l'image de troisième pilote Mercedes et surtout des rumeurs qui l'ont envoyé à la place de Bottas chez Mercedes, où du coup on se dit, s'il va prendre le baquet Mercedes, forcément c'est un cador. Et en fait, on a oublié un petit peu que il était jeune en carrière, Esteban Ocon. Et deuxièmement, il souffre aussi du fait que Hülkenberg prenait entre guillemets moins cher que Ricciardo, parce que justement la voiture était aussi moins fiable, donc forcément Ricciardo avait plus de pépins. Et là, en l'occurrence, on voit un vrai écart cette saison entre Ricciardo et son numéro 2. Donc forcément, il a souffert de ça. Et il va souffrir d'une chose aussi, et là pour le coup ce sera des statistiques, c'est que si aujourd'hui Renault n'est pas plus haut au classement, c'est parce qu'il y a un gap beaucoup plus gros entre Ricciardo et Ocon que peut avoir Norris et Sainz par exemple, ou que Perez et Stroll. Ouais. Justement, vous avez parlé de Fernando Alonso et de Esteban Ocon, le prochain duo. T'es pas d'accord, Pierrot, avec ce que vient de dire Brice ? Si. Non, mais en fait, j'ai failli bondir et je me suis dit non, calme-toi. Pourquoi ? Dis-moi. Parce que j'allais dire, ouais, mais il a eu que 4 abandons. Mais c'est vrai, mais je suis d'accord. Ce qui est vrai, mais en fait, chez les autres aussi, ça a été le cas. Donc, non, mes excuses, votre honneur. Aucun problème, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas, mon cher Pierrot. On parlait justement de cette relation Esteban Ocon et justement Fernando Alonso. Ils seront coéquipiers l'année prochaine. Regardez cette petite image volée sur les réseaux sociaux de Renault F1. Ils se sont croisés à l'arrivée de cette course et ils ont même eu quelques mots l'un pour l'autre. That's your phone. Le podium au menu peut-être en tout cas de la relation entre Esteban Ocon et Fernando Alonso en 2021 bien sûr au sein de chez Renault. Alors on l'a vu, Esteban Ocon très heureux, mais il y a eu de la déception chez Renault, il y a eu de la déception aussi chez McLaren. Daniel Ricciardo et Carlos Sainz, c'est notre troisième enseignement qui méritait mieux en tout cas sur ce Grand Prix de Sakir. On va faire le point sur Sainz déjà, arrivé P6, parti P3 bien sûr au premier tour. Il n'est pas arrivé P4 d'ailleurs Sainz. P4, C'est bien ça. Il a perdu du temps surtout derrière Bottas après la safety car, ce qui lui a
va complètement atomiser ses chances, en tout cas, de pouvoir monter sur le podium et disposer pourtant de 2 trains médiums pour cette course, 2 trains neufs, ce qui était quasiment le seul, on peut le dire, Carlos Sainz, lors de cette course du Grand Prix de Sakir. Et puis Ricciardo, arrivé P5, alors qu'il était P4, bien sûr, au deuxième tour, quand Pérez, lui, était P18. Il a subi l'undercut lors de son premier arrêt. Il a surtout raté la fenêtre de la virtual safety car au tour 55, un petit peu comme Sainz. Ils ont des raisons d'être déçus, ces garçons-là. Évidemment. Alors, juste pour la petite stratégie, parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais il y a des choses très intéressantes, c'est que... Tu veux une loupe Attends, Tu veux une loupe ouais, mais Elle prend la On pluie, n'est la pas loupe. sponsorisé par Chris, moi, les amis. Désolé. J'ai pas de papier, tu vois, je suis pas comme ça. Ah, t'as pas beaucoup de papier aujourd'hui, c'est intéressant. Ça fait un an. L'écologie. Ça fait un an qu'il a plus de papier. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. 27e tour, arrêt de Kvyat qui était dans le paquet avec tout le monde. Et c'est lui qui provoque la cascade d'arrêt chez tout le monde. Te fous pas de ma gueule, s'il te plaît. Puisque, en fait, il s'arrête au 27e tour. Kvyat, 28e, c'est Sainz. 29e, c'est Ricciardo. Et en fait, Stroll, qui est lui aussi en soft, et là, tous les pilotes que je vous ai cités étaient en soft, Stroll se dit, ou en tout cas, d'un point de vue stratégie, on se dit, on va essayer de pousser un peu plus loin parce que l'undercut fonctionne ou fonctionne plus, enfin, je sais plus. Et du coup, ce qu'on a fait passer à Kvyat, c'est des médiums, donc forcément on n'allait pas mettre les hards chez les autres parce qu'on s'est dit on s'arrête tôt et les hards ça va pas être performant par rapport aux médiums. Et donc Stroll, on l'a fait arrêter au 42e tour, médium, pour aller jusqu'au bout, et heureusement qu'il y a eu les safety cars, sinon je pense que Stroll allait probablement se réarrêter, mais la stratégie a été peut-être un petit peu manquée du côté de Sainz et de McLaren à cause de Kvyat qui met un petit coup de stratégie. Moi, tu peux avoir une stratégie à un arrêt, à 2 arrêts. Moi, c'est pas ça qui me chagrine. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, et j'aimerais avoir un jour quelqu'un pour me l'expliquer, quelqu'un du back-end. Peut-être maintenant, attention. Non, mais la Qu'est-ce que t'as pas compris, Albert virtual safety car, lorsque Ricciardo et Sainz s'arrêtent, ils sont... En fait, la virtual safety car fait le tour. Et puis, au moment où Ricciardo et Sainz sont dans le dernier virage avant d'entrer au stand, c'est écrit sur leur volant, green light. Donc la course repart, fin de la virtual safety car. Je ne comprends pas comment à ce moment-là tu peux dire je vais faire rentrer mes pilotes. Sauf si le pneu est mort et doit crever. À mon avis, c'est certainement pas le bon timing. Et à partir du moment où tu choisis, malgré tout, malgré la reprise de la course, de faire rentrer tes 2 pilotes, c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que finalement tu vas perdre du temps par rapport aux gens qui se sont arrêtés, mais même par rapport à toi-même, tu perds la course. Et c'est comme ça que Pérez, Ocon, Stroll, qui étaient derrière Sainz et Ricciardo avant la virtual safety car, se retrouvent devant. Il n'y a plus de bon timing après, de toute façon. À partir du moment où elle est finie, la VSC. Non, il y a tu peux pas réattendre qu'il y en ait une dans tu sais pas si les pneus. approximative. Non, mais si les pneus peuvent tenir, regarde là, Sainz il rentre au 28e tour, il s'arrête au 55e tour. Si tu pousses de 10 tours, tu as la safety car, tu peux pas le prévoir. Mais ça peut rester dans un coin de ta tête, les pneus tiennent, tenons avec, et si jamais il n'y a pas de safety car, à ce moment-là, on arrête et on avise. Ce qu'il y a de fou dans ce Grand Prix, c'est que la stratégie de l'undercut fonctionnait et que pour autant, elle a mené à leur perte ceux qui l'ont appliqué. Tous ceux qui ont tenté ça ont poussé les autres du coup à ne pas s'arrêter, à tenter un arrêt, et ça a fonctionné. Et en l'occurrence, Ricciardo est dégoûté, et il a raison de l'être. Il a dit une phrase qui pour moi est très vraie. On ne peut pas laisser gagner quelqu'un qui était au stand dans le premier tour. C'est-à-dire que ça veut dire que surtout toute la grille, Mercedes. ça veut dire que toute la grille a merdé. Voilà. Surtout, Il n'y a pas Mercedes Mercedes. et c'est quelqu'un qui était dans les stands qui a gagné. Donc ça veut dire que toute la grille s'est fait piéger par ces Pirelli qui tiennent. Et ces Pirelli qui font n'importe quoi sur Et puis tous les Grands Prix. il remet des neufs aussi, Pérez. La différence, c'est qu'il devait partir avec des softs déjà rodés et qu'à ce moment-là, il passe en médium, neuf. et qu'il est donc sur la même fenêtre de stratégie que les Mercedes à ce Qui moment-là. termine en dur 9. Et il commence, oui, exactement. Non, il termine en dur à 49 tours pour le coup. Mais pour le coup, oui, voilà. C'est la manière. C'est-à-dire qu'au final, Ricciardo, il ne s'est pas passé grand-chose pour qu'il aille choper sa seule victoire avec Renault en Formule 1. Mais ça, vraiment, ouais, il y a vraiment très très peu de choses. Parce que le boulot, il est fait. C'est une VSC au mauvais moment, c'est un arrêt au mauvais moment, et c'est juste avoir eu raison sur l'undercut, mais pas raison sur la course. C'est bête. Donc du coup, pour le coup, oui, on peut comprendre qu'il était aussi abattu après. Ouais, c'est C'est le clair. timing, moi, qui me rend fou. Enfin, bref. Quoi donc C'est le timing, moi, qui m'a rendu Ah oui. fou. En fait. T'arrives au dernier virage, drapeau vert, tu roules. Enfin, bref. Je suis pas... Le jour où je serai Stratégiste. à la ouais. place Stratège, de du coup, ce il y a monsieur... des stratège, c'est bien aussi. Donc, vas-y, Oh, chez Ferrari, il y a beaucoup de choses qui se libèrent. À apprendre à changer les pneus, par exemple. Lewis, it's Hamza, pardon. Ça, j'adorerais. Alors, si j'arrive à l'entendre un jour, je serais vraiment content. Get in there, Lewis. Passons à l'enseignement numéro 4 et on va revenir plus largement sur ce Grand Prix de Sakir et revenir aussi également sur ce circuit extérieur du Grand Prix, issu du Grand Prix bien sûr de Bahreïn. Notre ami Hydro a fait une petite vidéo en
en sortie de ce Grand Prix en expliquant que pour lui, c'était le plus beau Grand Prix de l'année. Je voulais vous interroger là-dessus parce que je trouvais cette prise de position très très intéressante. Regardez avec ce tableau, on a essayé de mêler un petit peu les différentes choses. On a vu que ça pouvait mettre en exergue la perf pilote et chez Hamzak a bien réagi là-dessus, notamment en qualification, le fait qu'il n'y ait pas le droit à l'erreur, les boss qui ont rajouté la difficulté, des dépassements aussi hors DRS, ça c'est quand même quelque chose à signaler, un scénario qui restera forcément dans les annales, et puis on avait beaucoup parlé de l'impression ou du risque du danger, notamment lié au trafic sur un circuit plutôt court. On n'a pas eu, et fort heureusement bien sûr, d'images choc à partir en essai notamment et en qualif. Oui, c'est la preuve que les pilotes, quand ils le veulent, ils peuvent. Ouais, complètement. Les Ce qui écuries aussi. Ce qui s'est passé à Monza la saison dernière, quand tu veux sur un circuit qui fait ça, si tu veux, tu peux. Et voilà. Mais c'est aussi l'organisation, bien sûr, des écuries. Bref, en tout cas, deux questions. Est-ce qu'on a assisté au plus beau Grand Prix de cette saison ? Moi, par exemple, c'est pas forcément mon point de vue. Et deuxième autre question, est-ce que vous aimeriez revoir ce circuit au calendrier de la Formule 1 ? Ce sera sans doute pas le cas l'année prochaine. Alors, pour répondre à ta deuxième question, ce qui est malheureux, c'est que je trouve que même l'autre circuit de Bahreïn, il est plutôt cool. Oui, il est bien aussi. Il y a tellement de circuits au monde qui sont nuls que tu prennes la version A, B, C ou D. Sakir, tu peux avoir la version A, la version B, ça passe plutôt crème. Il n'y a que la version qu'on a eue, je crois, en 2010 ou en 2011, et très 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 longue. C'est horrible cette version. Ça, c'était pas très beau. Mais effectivement, moi, si tu me dis la saison prochaine, on fait deux Grands Prix à Bahreïn sur les deux circuits différents, moi je signe. Pareil, je dirais même que le circuit qu'on a l'habitude de voir depuis 2004, j'aurais presque à le troquer pour celui-là parce qu'il nous a vraiment apporté des bonnes choses. Ouais, une petite rotation. Ou alterner une année sur deux, par exemple. Pas, mais en fait, ce qui est très intéressant sur ce circuit, ça fait un petit peu un circuit mode, j'allais dire NASCAR entre guillemets, parce que il y a 4 vrais virages, grosso modo. Il y a un virage où tu peux enrouler par l'extérieur ou alors tu peux recroiser pour essayer de plonger. Il y a une grosse zone de frein, il y a 2 grosses zones de frein. Il manque peut-être une zone de DRS pour rajouter encore un peu plus de spectacle, mais ça risque peut-être de faire trop artificiel. Mais dans l'ensemble, la course va vite, il y a pas mal de choses. T'as pas le droit à l'erreur surtout, c'est ça moi que j'adore, c'est que mine de rien, on était là à dire ouais mais le circuit il est simple, machin. Alors oui, d'un point de vue tracé il est dégueu, on va pas se le cacher, mais d'un point de vue erreur, le pilote reprend une importance capitale sur ce Grand Prix parce que la moindre erreur, elle coûte très cher parce que tu peux pas regagner du temps sur beaucoup de portions du circuit. Donc surtout en tant que téléspectateur, t'as pas le temps de respirer. Ah, ça, c'est vrai. Moi, je trouve ça génial. Ce qu'on a un peu oublié avec tous les circuits modernes qui sont arrivés avec des tours en 1:30, 1:40, et la mode a été lancée avec Singapour et derrière avec Bakou, tout ça machin, c'est que en fait là, on n'a pas forcément des voitures qui se sont rapprochées en termes de performance, mais par contre aujourd'hui, l'erreur sur un virage ici ou un virage à Singapour, elle coûtera 2 dixièmes ou 3 dixièmes dans tous les cas, on est bien d'accord. Sauf qu'à la fin du tour, un tour en 55 secondes, 3 dixièmes, c'est 10 places. Ouais. Alors qu'à Bakou, 3 dixièmes, c'est 2 places. C'est peut-être 0 place. C'est 3 places. Et en l'occurrence, ça mettait un drama déjà à la qualif qui était fou. Mais oui. Dans la course, ça voulait dire que n'importe quelle erreur, l'erreur de Mercedes, qu'est-ce qu'elle a coûté à Hamilton quand ils ont fait 50 secondes en Allemagne. Il a fait P9. Ouais, là, ils n'ont pas perdu 50 secondes, ils ont perdu moins que ça. Il fait P9. Donc, en fait, ça pardonne beaucoup moins. Et c'est ce qu'on dit, en fait. Évidemment, moins la F1 pardonne de choses, plus on l'apprécie. En l'occurrence, c'était le cas. Et puis, quand ce qui concerne le scénario du truc, quand on en parlait en conf, j'étais pas forcément d'accord parce que sur le moment, j'étais pas forcément très ému. Puis quand j'y réfléchis, on a tout ce qu'il faut pour l'histoire de la F1. On a un drama avec Russell. On n'a pas besoin de drapeau rouge pour avoir une belle course. Est-ce que c'est ou de pluie, ou de pluie. Est-ce que c'est le circuit ou c'est la combinaison de l'absence de Lewis Hamilton, la petite nouveauté de George Russell, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il faut l'imputer directement au Grand Prix? Là, tu peux aller où tu veux, même à Sochi. Si t'as pas Hamilton et que t'as Russell, et évidemment, il y a quelque chose de plus. Ouais, non, il y a ce que tu veux. Ah, mais ça aurait peut-être pas été pareil quand même. Par contre, moi, je reste persuadé, c'est mon intime conviction et je la partage, parce que je suis là pour ça. Ce circuit de Sakir, même avec Hamilton, même avec une victoire d'Hamilton, un doublé Mercedes, ce que tu veux, je pense quand même que je prends beaucoup plus de plaisir que sur beaucoup de circuits cette saison. Et pour répondre à la question, est-ce que c'est le... On a eu quelques grands prix intéressants, mais il y a toujours eu des scénarios, j'ai envie de dire extérieurs. La Turquie, c'était l'asphalte et la pluie. Monza, c'était les drapeaux rouges, etc. Là, c'est une course, entre guillemets, normale. Alors certes, il y a eu l'histoire Mercedes, mais c'est une course normale. Il y a eu des safety cars, comme ça arrive partout, mais il n'y a pas eu d'éléments extérieurs.
Ouais. Je suis assez d'accord avec Hamza là-dessus, c'est qu'on a toujours tendance à placer les plus belles courses avec où il se passe tout et n'importe quoi, des drapeaux rouges, etc. L'Allemagne, Alors que 2019, l'Allemagne, aussi, par exemple, quelque part, Ou de la cette météo, année, ouais, voilà. J'aime bien voir une course où il y a un petit peu du chamboule tout, où effectivement il n'y a pas besoin de pluie, de drapeaux rouges, etc. Ou de DRS. Ça c'est un autre problème. Mais derrière il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que cette course, mine de rien, a proposé le choix où on avait un arrêt, 2 arrêts, et les deux pouvaient fonctionner. Qui tient ça? Mais bien sûr Non, qu'il mais tient, oui, non, parce mais je suis que d'accord avec toi. la semaine dernière, on a eu 2 arrêts. oui, Honnêtement, je trouve qu'on n'a pas eu tant de spectacles C'est comme vrai. ça. Là, on a eu le choix entre un arrêt, 2 arrêts. Celui qui faisait le bon pari, il pouvait gagner la course, et ça a été le cas. Et c'est ça qui rend la course encore plus belle. À minorer peut-être, parce que quand tu vois la Oui. présence de Ocon et de Stroll, tu te dis que c'est toujours la stratégie quand même à un arrêt qui est récompensée. Ouais, mais ce qui prouve bien que Oui, la mais- destruction Tu vois. du pneu et du coup cette tentative de faire un pneu qui se détruit pour devoir rentrer au stand n'est pas la bonne stratégie, et qu'un pneu qui perd en performance mais qui tient toujours et qui peut permettre du coup à un pilote de faire le choix de se dire je perds en perfo, par contre je vais au bout, bah, c'est la stratégie qu'il faut pour avoir des pneumatiques qui nous offrent du spectacle en Formule 1. Ça le prouve ici. Juste, parce que j'ai l'impression qu'on a fait le tour, petit hors sujet, mais ça reste aussi par rapport à cette piste. Après les essais libres 3, il y a Leclerc qui dit avoir regardé, il a dit ça sur Sky Sports, les on-board de Gasly, il a vu qu'il prenait les vibreurs de façon agressive. Du coup, Leclerc, il a essayé. Il a pris Perez de P4 façon agressive. en qualif. Exactement. Mais Gasly, oui. ça a joué des tours par contre. Il a abîmé son fond plat en Ouais. qualification. Ouais. Faut Mais bien j'aime bien dire. aussi ce côté sur ce circuit où tu peux limite escalader le vibreur. Ça peut te coûter cher, je Mhm. le dis. Mais c'est un juste milieu à trouver et ça fait aussi partie. Ça. Ça rajoute un charme supplémentaire à ce circuit de Sakir. Allez, c'est l'heure de faire un point comptable, les amis. On n'est plus qu'à une seule course de la fin de cette saison 2020 qui aura été tout à fait particulière. Regardez un petit peu le classement pilote déjà. Vous dire que Perez a pris le large dans le classement, enfin la course, on va dire, au meilleur des autres. Quand je parle des autres, moi je parle d'Hamilton, Bottas, Verstappen. Perez 125 points avec 13 points d'avance, bien sûr, sur Daniel Ricciardo. Ça semble compliqué pour Leclerc et Sainz, mais après tout, il pourrait se passer des rebondissements ce week-end. Non, pardon, excusez-moi, il ne se passera rien ce week-end. Soyons honnêtes, bien sûr, avec vous qui connaissez la Formule 1. Et puis on regarde aussi également les constructeurs avec Racing Point qui fait la bonne opération, 10 points devant McLaren, et puis Renault peut-être qui a vu cette 3e place s'envoler, quoique attendons de voir encore une fois ce qui va se passer ce week-end. On attend une grosse performance, on l'espère en tout cas du côté des Français. Un fait à marquer tout simplement ce Grand Prix. Peut-être que sans ça, Sergio Perez n'aurait pas gagné. Peut-être que sans ça, Esteban Ocon n'aurait pas été sur le podium. C'est ce double arrêt, bien sûr, de Mercedes, double arrêt raté. Alex Caldi vient nous en parler. Depuis cette saison, Mercedes, cette saison, le chiffre bien sûr, vous l'avez compris, incarne l'excellence, incarne aussi également une certaine idée de la perfection, comme si rien ne pouvait leur arriver, tant tout est parfaitement bien sûr organisé, ficelé. Mais ce dimanche, Mercedes a montré que même la meilleure écurie n'était pas infaillible, avec un imbroglio au stand assez unique dans l'histoire de la Formule 1, mon cher Alex. Ouais, 59e tour de la course, safety car après 2 sorties après la sortie de piste de Jake Aitken. Même s'ils sont sûrs de remporter la course, Mercedes décide d'assurer, de tenter un double arrêt. Ils en sont d'ailleurs totalement les spécialistes. Russell reçoit l'information justement de rentrer au stand alors qu'il est justement à la sortie du dernier virage. Il s'approche de la voie des stands. Même chose pour Valtteri Bottas qui lui reçoit le même ordre au moment où il aborde le dernier virage. C'est l'image qui sera juste après. Valtteri Bottas qui aborde le dernier virage. Russell donc s'arrête en premier, arrêt normal, des pneus médiums qui mettent d'ailleurs que justement des pneus médiums qui mettent un certain temps à arriver. Il y a un certain élan de panique, on le sent, il repart tout de même, sauf qu'on sent tout de même qu'il y a un certain problème. Pour Bottas, c'est un petit peu la confusion, même la grosse confusion. Les gommes ne sont pas prêtes et mettent du temps à arriver. On lui chausse des médiums, puis finalement, on les enlève pour lui remettre des hards avec lesquels, justement, il vient d'entrer. Bref, Bottas reste 27 secondes depuis une éternité, puis ensuite revient en piste. Russell, lui, alors qu'il termine son tour en tête derrière la safety car, est informé qu'il y a effectivement un gros problème. Et on lui a mis des pneus qui étaient justement à Valtteri Bottas, box. Obligation de corriger cette erreur. Alors Alex, tu es là bien évidemment pour apporter de l'expertise et tu le fais très très bien. Explique-nous
Qui est-ce qui est à l'origine, bien sûr, de ce gros bazar? Et tout résulte d'un problème de radio, une question de radio qui a totalement mal fonctionné. En gros, pour expliquer, le garage est divisé en 2 parties de mécano. Une équipe pour la numéro 63 pour ce Grand Prix, celle pour George Russell, et aussi pour la numéro 77, celle de Valtteri Bottas, justement. Chez Mercedes, quand une voiture rentre au stand, Ron Meadows, qui est le directeur sportif de chez Mercedes, lance une alerte à la radio des mécaniciens pour que l'équipe du pilote concerné se prépare et aille chercher surtout les pneumatiques. Et sauf qu'au moment où Russell doit rentrer, problème de radio pour l'équipe de la numéro 63, on n'entend absolument pas l'appel. La raison, c'est qu'il y a un problème de transmission de Russell pile au moment, empêchant ainsi les mécaniciens d'être informés. Un brouillage dans les messages, c'est une faille du système qui a été révélée. Du coup, faille du système de transmission de chez Mercedes qui n'a pas su bien hiérarchiser le niveau d'importance de l'information et donc de bien alerter les mécanos de Russell. Normalement, c'est l'alerte de Ron Meadows qui aurait dû être entendue et non la voix de George Russell. Pas de problème par contre pour l'équipe de Valtteri Bottas qui, elle, a bien reçu l'alerte et donc était bien prête. Donc on l'a compris, c'est ce problème de radio qui est à l'origine de cet énorme imbroglio. C'était du coup les gars de Valtteri Bottas qui étaient là pour changer les pneus de George Russell. Certains mécanos de Russell arrivent même en urgence avec des gommes. Vous le voyez juste derrière avec un homme qui traverse en façon express avec une gomme en main, sauf que c'était seulement pour les pneus arrière et donc pas les pneus avant. Du coup, quand Russell repart, il a les pneus avant de Valtteri Bottas et quand Bottas est arrivé, il n'y avait pas de pneus pour lui justement. D'ailleurs, quand Bottas derrière arrive et assiste à un cafouillage monumental, un bordel monstre on peut le dire d'ailleurs, et justement on va revenir sur l'image d'avant, il y a même un pneumatique qui est en train de se barrer sur la pit lane pour dire à quel point c'est le cafouillage extrême du côté de chez Mercedes. Bottas se stoppe à son tour, on commence à lui chausser des médiums à l'arrière car ses gommes étaient bien présentes, sauf qu'à l'avant, souci, c'était ceux de George Russell qui viennent d'arriver, mais beaucoup trop tard. Celui qui fixait l'avant gauche, vous le voyez, il est juste ici, au moment où il est en train de mettre les gommes médium, il fait un signe, il comprend totalement, en fait, il voit le GR pour dire George Russell. Normalement, il y a des codes barres justement pour signifier à qui sont alloués ces pneumatiques. Et bien, il y a écrit GR et donc le mécanicien comprend et du coup fait des grands signes pour qu'on enlève les gommes. D'ailleurs, il y a un autre à côté, un responsable de chez Mercedes qui ordonne à ce que les pneus soient enlevés. C'est celui, l'homme en blanc, entouré en blanc. Il est en train de faire un énorme signe pour dire stop, on arrête tout, on enlève, on fait machine arrière, on enlève ces pneus médiums et on remet justement les pneumatiques avec lesquels Valtteri Bottas vient d'arriver et c'était des hards. Du coup, c'est la deuxième erreur au stand pour les flèches d'argent cette année, après celle commise avec Lewis Hamilton à Monza. Mercedes avait fait rentrer Lewis Hamilton au stand alors qu'ils étaient fermés, c'était lors d'une période de safety car juste après l'accident de Charles Leclerc si je me souviens bien. Cette fois-ci, nouvelle faute avec une incartade au niveau des pneumatiques, une erreur qui aura coûté la victoire justement à un homme qui était là pour la rechercher, c'était George Russell. Une situation catastrophique pour une écurie septuple champion du monde, résumée par Toto Wolff comme une connerie monumentale. Une connerie monumentale qui a coûté de l'argent à Mercedes. Finalement, George Russell n'a pas été bien sûr disqualifié à l'issue de ce Grand Prix de Sakir, mais en effet, cette image a fait tâche tout au long du week-end pour cette écurie. Mercedes est habituée bien sûr à l'excellence, comme tu nous disais bien sûr Alex, et on verra bien sûr s'il y a retour de Lewis Hamilton, parce que je tiens à le signaler, à l'heure où on enregistre cette émission, nous ne savons pas encore si Lewis Hamilton pourra participer à Abu Dhabi. On verra s'il y a ce même genre d'erreur, mais ça paraît moins sûr. Merci Alex, en tout cas d'avoir été avec nous. Tu reviens pour le quiz surtout. On a besoin de toi et je crois que tu as un titre à remettre en jeu. Tout de suite, nous, on passe au grand débat et on va forcément parler de George Russell. On en a parlé, Sergio Pérez est le grand vainqueur de ce Grand Prix, j'allais dire de Styrie, mais non, absolument n'importe quoi, de ce Grand Prix bien sûr de Sakir. Ça y est, on est vraiment à la fin de saison. Mais le vainqueur moral, on l'a dit, c'est monsieur George Russell. La sensation, on peut le dire, de ce week-end. George Russell qui s'exprimait justement dans une vidéo postée par Mercedes à l'issue de cette course. George Russell marqué par la déception. Vous allez le voir tout de suite. Yeah, I don't know where to start really. I've had races before where the victory's been taken away from us, but twice in one race. Couldn't believe it, and even after the pit stop when it all went wrong and we came back up in P5, I still believe we could win the race, and then we got the punches. So I'm really pleased with how the weekend went. I've had so much support and help. Bono, Marcus, all the guys persevered, late nights helping me to get to a high standard, and incredibly grateful, really grateful to the guys for giving me this opportunity and to Williams for allowing me this chance as well. So
gutted, absolutely gutted, but I'm proud at the same time. So thank you very much, and hopefully we can do it again. La déception, bien sûr, pour George Russell, vous l'aurez compris, mais George Russell est décidément et unanimement, en tout cas, l'homme de ce week-end en l'absence du, cette fois, champion du monde, Lewis Hamilton. Du coup, eh bien, on s'est posé cette question. Et si cette performance de George Russell venait à créer la zizanie au sein de Mercedes, Russell est-il en train de rabattre les cartes, Alors, on va un peu faire un sommaire, on va dire, de ce débat. Est-ce que George Russell peut s'inviter dans le rôle de pilote numéro 1 chez Mercedes dès la saison prochaine, accélérer la succession de Lewis Hamilton, qui, on le sait, est en fin de contrat? Est-ce qu'il peut prendre le rôle de numéro 2, remplacer Valtteri Bottas, qui, lui, a pourtant déjà prolongé pour 2021? Et plus largement, on terminera là-dessus, quelle stratégie globale pour Mercedes? Est-ce mettre la pression sur Hamilton dans la négociation, bien sûr, de son contrat? Est-ce associer deux potentiels numéro 1, Hamilton-Russell, ou garder l'équilibre numéro 1, numéro 2 actuel avec Hamilton et bien sûr Valtteri Bottas? On vous a posé la question sur les réseaux sociaux et sur Twitter notamment, c'était hier. Regardez la réponse des viewers et des fans, bien sûr, des pistonnés. Eh bien, elle est très claire. Il faut cut Bottas dès 2021 pour 61% des personnes qui nous suivent. 12% ne veulent pas prolonger Hamilton et 27% veulent attendre bien sûr 2022 en vue d'une transition. Oui, Hamza. J'aimerais juste savoir si les 61% du coup vont cotiser pour permettre à Mercedes de rompre le contrat de Bottas ou pas. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'une cotisation et d'un litchi, bien sûr, des amoureux des pistonnés? Nous, on veut bien le prendre, en tout cas, ce litchi-là. Il n'y a pas de souci, les amis. On vous attend. Petite déclaration, et on va commencer par le cas Bottas. On va commencer par le cas, bien sûr, du baquet numéro 2 au sein de chez Mercedes. Regardez la déclaration de Toto Wolff. C'était à l'arrivée de la course, et Toto Wolff a déclaré ceci: nous avons un plan fixe pour l'année prochaine. George a un contrat avec Williams. Nous avons un contrat avec Valtteri. Mercedes respecte ses contrats, mais... Vous connaissez la méthode du oui mais, bien évidemment. On oublie tout ce qu'il y a avant le mais on ne sait jamais. Le signe noir passe toujours quand vous vous y attendez le moins. George sera dans notre voiture tôt ou tard. Voilà les propos du grand Manitou autrichien Toto Wolff. Est-ce qu'on remplace dès la saison prochaine Valtteri Bottas par George Russell? Messieurs, c'est la question que je vous pose. Je ne crois pas que Mercedes soit capable de faire un coup pareil à Bottas, sincèrement, parce qu'ils ont toujours... Il s'appelle pas Red Bull. Hein? Il s'appelle pas Red Non mais Bull. sincèrement, je pense que Toto Wolff est emmerdé aujourd'hui d'avoir signé ce contrat avec Valtteri Bottas, pas forcément par rapport à juste la course là, mais par rapport à tout ce que démontre Russell cette saison, déjà l'année dernière, mais cette saison, voilà. Et aujourd'hui, c'est peut-être une balle dans le pied qu'ils se sont tirés en mettant la lumière sur George Russell, puisque George Russell faisait ses performances, entre guillemets, dans les ténèbres de la F1, derrière, au bout de la grille. Là, ça a été visible avec tous les handicaps que sa voiture lui a donné, entre guillemets, là, parce que certes c'est une Mercedes, mais monter dans cette Mercedes-là, qui n'était pas faite ni pour ses fesses, ni pour ses mains, ni pour son dos, ni pour sa taille, tout ça. Donc, ses pieds, oui, là. Ouais, surtout. Donc, je ne les vois pas le faire, mais je pense sincèrement qu'ils doivent regretter. Alors, pour répondre rapidement à la question, je pense que mettre Russell, du coup, ça veut dire virer Bottas et mettre Russell Hamilton. Je pense tout simplement que financièrement, ils ne peuvent pas se permettre de virer Bottas, de payer le contrat de Bottas sur 2021, lui filer l'argent. C'est 7 millions à peu près. 8 Et millions, les 30, 40, 50 millions, on ne sait pas 50, où aboutira la négociation sur le contrat de Lewis Hamilton. Je pense tout simplement que financièrement, Mercedes, alors je ne sais pas s'ils sont capables ou pas, mais n'a pas envie de se retrouver dans cette option, dans cette possibilité. Moi, j'ai envie de te dire, ça lui pend au pif à ce Valtteri Bottas, mais depuis perpète, punaise, faire 9 victoires en 4 ans avec une Mercedes, qui d'ailleurs lui va comme un gant, puisqu'on lui a fait son propre baquet, hein, faut pas oublier. C'est pas comme un certain George Russell. Mais si on revient sur la course un petit peu, là, pour le coup, il y a quelque chose, moi, qui me rend un petit peu fou. Alors oui, la course, elle a fini comme elle a fini. Il y a eu un cafouillage de Mercedes, on va pas revenir dessus. Mais si on prend vraiment sur toute la première partie de la course, Russell, il le bat sur le départ, il le bat sur le rythme en course. L'autre, il revient quand même sur le deuxième relais, faut le souligner, mais pas assez pour dire ensuite, sur la fin de la course, vous inquiétez pas, on aurait eu une bataille. Frère, t'es pas censé être en bataille avec lui, t'es censé lui mettre une piche dans sa tronche au gars. Ça fait 3 jours qu'il est dans la bagnole, et là, bah non, que dalle. Donc, franchement, je suis désolé, Bottas, il a eu une attitude, et je l'ai défendu plusieurs fois dans cette émission, il a eu une bonne attitude, il fut un temps pendant cette saison, où on l'a senti un peu revigoré, un petit peu à l'attaque, voilà, avec une détermination. J'ai dit, cette détermination, il faut aller jusqu'au début 2021 pour bien entamer cette saison-là, histoire que
vu qu'il a envie d'aller chercher le titre. Est-ce que c'est ce qu'on lui demande? Je sais pas. Mais en tout cas, Il fait les questions, les réponses. Je t'en supplie, reste calme. parce que il a cette détermination, mais il a pas gardé jusqu'au bout. Donc il a pas gardé jusqu'au bout. Il se fait marcher dessus par un jeune. D'accord. Alors je vais te poser une question. Qu'est-ce que Aïe, 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 ah, ça part. Ah bah oui, te bah poser une vas-y, question mon cher Je Hamza. te pose cette question quand même. Est-ce que tout simplement, tu te dis pas dans ta tête que tu réfléchis? T'as l'air d'être quelqu'un qui réfléchit beaucoup. J'essaie de D'accord. réfléchir, mais je suis pas très intelligent. Alors, est-ce que Valtteri Bottas n'atteint pas ses limites, tout simplement? Est-ce qu'il n'est juste pas capable de concurrencer Lewis Hamilton sur toute une saison parce qu'il a atteint un plafond de verre qui fait qu'il n'a tout simplement pas le talent? Il a le talent pour concurrencer Hamilton sur 2 courses, sur 4 courses, sur 6 courses, sur un tiers de saison peut-être, Très bien. mais qui n'a pas le talent, tout simplement. Il n'a pas le niveau. Et bah qu'est-ce qu'il fout en Formule 1? Mais Et est-ce encore que- plus chez Est-ce Mercedes. que, attends, pause, est-ce de la faute de Valtteri Bottas s'il se retrouve chez Mercedes Alors, aujourd'hui? est-ce- Les gars. Attends. Il avait un flingue quand il a sur Non, la mais tempe c'est une quand on blague. lui a fait signer Ah, son là, tu contrat chez reproches- Mercedes, bro. tu Non, mais reproches. arrête, Attends, sérieux, attends, 2 attends, secondes. non, mais là, S'il non. te plaît, Hamza. Toi, tu te revendiques intelligent? Non, mais Excuse-moi, non, mais non, je vais non, dire- non, non, pardon, non, j'étais mais- Pas tous en même temps, les amis, mais- pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Non, mais justement, non, mais attends, mais il se s'il fout te de Nous ne plaît. sommes pas au théâtre. C'est Non, une non, émission mais qui incroyable. dissèque la Non, Formule mais 1, je vous le tu me rappelle. dis, ce non, gars, mais tu me dis qu'un pilote, peu importe l'identité Mais du attends. pilote, il a l'opportunité de piloter la voiture la plus rapide, Bah ça lui pend au nez de se Sachant faire que- virer depuis longtemps, c'est tout. Laisse-le parler. sachant Ouais. que, au moment où il arrive en 2016, faut se rappeler quand même d'une chose, c'est que Lewis Hamilton vient de se faire battre par Nico Rosberg. Mhm. Donc à ce moment-là, Bottas il se dit, si Rosberg l'a fait, peut-être qu'à tort ou à raison, c'est autre chose. Mais lui il se dit, si Rosberg l'a fait, moi je peux le faire. On lui offre l'opportunité d'être payé pour rouler dans la voiture Ouais, la mais plus bien sûr. performante au monde et de l'histoire de l'ère hybride. Eh bah faut Faut élever être son niveau de complètement jeu. fou. Mais peut-être. Faut élever son niveau Mais de il jeu. l'a élevé. Attends, Si, attends. Entre le son plafond arrivée, de verre, entre le son plafond arri- de verre, il l'a atteint depuis un petit moment quand même, le Non, mais, Valtteri Bottas. ok, hein. mais est-ce qu'entre son arrivée et aujourd'hui en 2020, il a progressé ou pas au volant de la Mercedes? Puis-je apporter un arbitrage? Allez-y, Brice. Là, on Germain, ne je vous sera en pas prie. d'accord de toute façon. Si, Alors- non mais l'année dernière il fait P2 au championnat. apparemment, y a il est pas de d'accord, problème. Pierrot Non mais Despiros. 2 secondes Brice. Non mais il fait P2 au championnat l'année dernière. Quoi ça? Mais Quoi ça? attends, le truc c'est que j'ai regardé les statistiques quand même. Quand Lewis Hamilton n'est pas là et qu'il est aux fraises et ça lui arrive 1 à 2 fois par an max sur Oui, c'est rare. 21 courses, C'est rare. il est où Bottas? Il est dans le mur. 9ème. Voilà. 2 fois. Allemagne quoi, 2019 et la Allemagne, 9ème. Non, Donc à un moment donné, oui, moi je veux bien qu'on prenne Bottas, oui, mais il a pas le talent. Bah alors s'il a pas le talent, il dégage, il laisse la place à des Ocon, il laisse la place à des Russell. Mais là- parce qu'il a rien à faire. Non, mais là, avec en fait, cette tu course au volant reproches. de Mercedes. Là, juste 5 secondes. Là, t'as Bottas en face de toi, tu vas lui faire les reproches. C'est pas Bottas. Là, faut voir Toto Wolff et lui dire qu'est-ce que tu fais avec Bottas chez Mercedes, c'est tout. C'est Bah peut-être oui. une question stratégie, on l'évoquera peut-être tout à l'heure dans le débat. Brice, ton avis? je voulais sortir de ça parce que c'est un truc, Oui. c'est un truc en fait, Allons-y. on se répète depuis des semaines sur ce Bien sujet-là. Et en plus, Moi, C'est vrai. moi, je voulais juste apporter un élément nouveau que j'ai trouvé ce week-end par rapport à Valtteri Bottas, et on n'en trouve pas souvent, donc pour le coup, il faut l'apporter. Je l'ai jamais vu aussi dépité. Face à Lewis Hamilton, il avait toujours un discours assez guerrier, mais c'est Lewis Hamilton, donc il est très fort. Mais de toute façon, je peux le battre. Ah, mais là, mais ça, Stop. ce week-end, j'ai l'impression que lui-même a pris conscience que. Il était nul, oui, bah, carrément, là, pour le coup. Non mais Pierrot, attends, laissez mais c'est pas parler Brice, à la un peu. fin, c'était nul. Non, mais C'est une blague. attends, laissez finir Brice. J'ai l'impression que lui-même a pris conscience que ça serait très compliqué, que dans tous les cas, dans cette voiture, à côté de lui, il y aurait un pilote qui aura la classe d'un Lewis Hamilton, le talent d'un Lewis Hamilton, et que ce sera soit une pépite comme George Russell, et que là, en l'occurrence, il a l'expérience de 3 ans et demi de cette voiture et de cette équipe et de ses mécaniciens, et que là, en fait, il y a même pas de bashing Bottas, il y a même pas de Non. il n'y a même pas de mauvaise foi envers lui. Là, il y a juste un fait qui est un pilote qui a 5 ans de moins que lui ou 7 ans de moins que lui, qui a 150 courses de F1 de moins que lui, qui a surtout 150 courses de moins, 100 courses de moins dans cette voiture-là, et Une qui voiture qui n'est pas adaptée à lui. Oui, voilà, Ouais. et qui, en fait, sur l'espace de 3 jours, ruine totalement tous les efforts qu'il a pu faire pour essayer de battre Hamilton. C'est ça, pour moi, l'élément nouveau. Et je vous laisse réagir, mais il y a un autre grief qui a été prononcé par Toto Wolff un petit peu plus tard dans la même interview, bien sûr accordée, il me semble, à une télé anglaise à l'arrivée, bien sûr, de ce Grand Prix. Regardez ce qu'il disait, Toto Wolff. Un autre grief qu'il fait, en tout cas, vis-à-vis de Valtteri Bottas. Sur un tour, Valtteri est très proche de Lewis. Les bons jours, nous savons ce que nous avons en lui, mais c'est aussi un fait qu'il commence très fort en début de saison, puis baisse en régime sur la durée. Vous ne pouvez survivre contre Lewis et gagner un championnat que si vous êtes à votre apogée sur une saison entière. Nous devons en discuter avec lui maintenant. C'est pas anodin, ça, Il le comme dit parole. quand, ça? Ça, il le dit juste à l'arrivée À de la la course. Ok.
Et en Ça, l'occurrence, c'est pas anodin, ça. en l'occurrence, c'est. Mais c'est, on savait- Mais- enfin, Mais c'est la première fois que Mercedes le dit. Oui. Mais Enfin Mais Mercedes le dit pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque c'était facile de communiquer. Il y a Lewis Hamilton. Quand tu ériges quelqu'un en plus grand pilote de tous les temps, comme le dit Hamza depuis des mois, est-ce sa faute de ne pas le battre? Aujourd'hui, c'est pas le meilleur pilote de tous les temps érigé par Mercedes qui est en face de lui. C'est ça la différence. Ça veut dire aussi Et c'est que pour ça qu'il peut plus se cacher. ça veut dire aussi que la perf de Bottas est à ce point gênante que Toto Wolff est obligé de monter au créneau. Évidemment, et qu'aujourd'hui, toute la stratégie de communication qu'ils ont fait autour de Bottas depuis des années maintenant, elle tombe à l'eau sur un week-end. mais plus important que la stratégie de communication de Mercedes, est-ce que Mercedes ne s'est pas acheté une tranquillité avec Hamilton Bottas? C'est ça la question. Si, mais ils ont jamais voulu l'avouer clairement. Bien sûr, mais qu'on nous vende pas, hein, oui, Bottas, Hamilton vont se battre pour le titre, quoi. Enfin, T'as entendu dire. Attends. Toto Wolff, il. C'est Bottas qui le vend ça. Hein. Mhm. Et c'est Hamilton bon, aussi, C'est mais. pas Mercedes, c'est pas Mercedes, c'est Non, pas non, Toto Wolff qui va Mercedes, te non. dire Rosberg, Hamilton, fais des clins d'œil si tu veux, parce qu'on ne voit pas. Là, parce que là, tu sais que t'as tort. je le pousse un petit peu, le Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, à mes yeux, en tout cas, très honnêtement, et je le dis, hein, parce que j'ai l'impression de passer pour le Bottas, c'est pas mon père, d'accord? Moi, Bottas, non, mais faut être très clair. Moi, Bottas, en fait, depuis le début des pistonnés, je trouve très souvent que, en tout cas à mes yeux, vous êtes injuste à son égard. Donc, je me dois de le défendre. Et je le redis, je trouve que vous êtes injuste. Mais moi, Bottas, aujourd'hui, c'est moi, pas je le suis monde des boss. bisounours, hein. Je suis boss de Mercedes. Moi, évidemment que Bottas, il est plus chez Mercedes. On en a parlé, on a fait une émission ensemble en début de saison, avant le début de saison, quand on était confinés. Bien sûr. Numéro Ouais, 1, numéro 2. On était tous les deux d'accord sur le fait de vouloir deux numéros 1. On parlait à l'époque, pourquoi pas, d'Hamilton-Vettel. Je suis le premier à vouloir mettre un cadeau à Lewis Hamilton. Et après, faut devoir gérer. Mais aujourd'hui, Mercedes a gagné pendant 7 ans. Et sur les 7 ans, il y a eu cette saison où c'est parti en clash avec Nico Rosberg. Mais sur les 7 ans, il y en a 5 ou 6 où ça s'est plutôt bien passé, parce que tu avais un numéro 1, un numéro 2, que Rosberg au début n'était pas à la hauteur de concurrencer sur toute une saison Lewis Hamilton. Et aujourd'hui, Mercedes, est-ce que pour son image, en fait, il y a un dilemme entre l'image de la F1, l'image de Mercedes et la tranquillité, l'assurance, j'ai envie de dire, d'avoir un nouveau titre, un nouveau doublé championnat pilote et constructeur en 2021. Alors, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de cette stratégie? J'ai bien compris tes arguments et tu as eu raison de les préciser, Hamza. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de cette stratégie, on va dire, de Mercedes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux yeux notamment du monde entier, après ce Grand Prix de Sakir, c'est pas forcément une très très bonne publicité que de mettre un jeune dans cette voiture qui vient taper, on va dire, le numéro 2 depuis quelques années, depuis 2017. Évidemment, Mais c'est l'histoire. politique. Est-ce qu'en termes de marketing, là, on n'atteint pas Alors, il y a un mais point c'est un peu politique. compliqué? Il y a deux choses, parce que soit tu prends Stoffel Van Dorn, et alors là, s'il tape Bottas, c'est un gars qui est en Formule quand même. Hein. Ah, c'est fini là. Donc, Et qui est là, pas monté dans si tu une veux, F1 depuis Bottas, 2018. déjà que là, il est un peu détruit psychologiquement, parce que pour se remettre de ce qu'il a vécu, bon, voilà. Même si, bon, je suppose qu'il va réussir à se remettre T'en es sûr, Pierrot? Moi, par exemple, j'ai des gros doutes qu'il puisse se remettre d'une saison comme celle-ci. Ça va, non, mais en vrai, ça va être compliqué. Mais le truc, moi, qui me rend fou avec Bottas, c'est que j'ai de la peine pour lui parce que sur la moitié d'une saison, au milieu de cette saison-là, il y a eu cette attitude où je me suis dit, yes. Ça y est, après 4 ans où ça n'a pas été facile, et où il a pas été au top, ça y est, il est en train d'être sur la pente ascendante. Ça n'a pas été le cas jusqu'au bout, et ça c'est terrible. Si on met Stoffel Van Dorn à la place de George Russell dans cette Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton, c'est pire que tout. Donc, le call de Mercedes de dire, bon, quitte à ce que Bottas se fasse un peu détruire, si jamais ça se passe mal pour Bottas, autant qu'on mette un George Russell dont c'est une star promise, etc. Donc, Et puis Russell, c'est pas n'importe qui aussi. Voilà. puis c'est pas n'importe qui. Puis faut lui donner sa chance, et enfin on donne la chance à un pilote junior de chez Mercedes, parce que ça n'a pas C'est été vrai. le cas pour beaucoup de pilotes. Mais au-delà de ça, on arrive à la fin d'un cycle, encore une fois, chez Mercedes, où on a eu Hamilton-Rosberg. Il fallait se remettre de Hamilton-Rosberg avec de la tranquillité, avec un Bottas. Sauf qu'aujourd'hui, déjà l'année dernière ou l'année d'avant, quand on dit Esteban Ocon peut le remplacer, on dit ouais non, Bottas il est quand même pas trop mauvais, ça va, etc. On sort quand même d'une saison 2018 où il fait 0 victoire. Donc bon, voilà. Derrière, effectivement, on met George Russell, et là va falloir changer
peut-être le fusil d'épaule. Puisqu'on en arrive à la question du projet, je vous propose qu'on fasse juste une petite pause sur cette question Bottas. On va y revenir un petit peu plus tard. Posons la question maintenant de Lewis Hamilton. Parce qu'il y a plein d'hypothèses sur le fait de pourquoi on a mis George Russell dans cette voiture et non pas Stoffel Van Dorn. Et on sait qu'en ce moment, il y a des négociations qui sont très accrochées entre Toto Wolff, justement, et Lewis Hamilton. Regardez cette déclaration, notamment, c'est de qui d'ailleurs ? C'est de Robert Doornbos, un Hollandais aux 11 Grands Prix, qu'on avait d'ailleurs pourtant oublié, en charmante compagnie vraisemblablement, il y a quelques temps. Les négociations entre Hamilton et Wolff étaient déjà difficiles. Bien sûr, Toto a fait ça volontairement. Il aurait pu mettre le pilote de réserve dans la voiture. Donc, c'était aussi une décision politique. Hamilton demande 50 millions pendant que le patron de Daimler, qui est aussi un grand fan de F1, veut réduire les dépenses de l'entreprise dans la discipline. Je ne sais pas si Russell est capable de devenir un septuple champion du monde, mais on ne peut pas ignorer que son salaire coûte 50 millions de moins. Autre déclaration, celle-ci est l'œuvre de Antonio Juanes, un journaliste chez Marca, qui n'est absolument pas, bien sûr, le chanteur colombien que vous plébiscitez tous chaque été. Les chiffres que Hamilton demande ne sont absolument pas réalisables dans une crise économique. Il n'y a aucun pilote dans les circonstances actuelles qui mérite 70 millions par an, c'est-à-dire le chiffre que nous entendons ici et là. Je sais qu'il est tentant de rester avec le champion, mais ça ne doit pas être fait à tout prix. Admettons que cette négociation s'enlise. On est quand même à une semaine, un peu moins en tout cas, à une demi-semaine du dernier Grand Prix de cette saison. Admettons que ces négociations s'enlisent. Est-ce qu'il n'y aurait pas une chance pour George Russell de monter dans le baquet de Lewis Hamilton ? Ça paraît complètement fou aujourd'hui. Oui, mais le rapport de force, j'ai l'impression, c'est un peu... Enfin, pas inversé, c'est peut-être aller un peu fort, mais la barre qui était rapport de force Hamilton ici, commence à revenir un peu sur du côté de Mercedes, parce qu'effectivement, j'ai envie de croire et j'ai envie de penser sans en avoir la certitude, et peut-être que si Russell conduit de nouveau à Abu Dhabi, enfin, c'est même la certitude, on aura plus de data, de données par rapport à ce qu'est capable d'apporter George Russell. Mais j'ai envie de te dire que 2021, Russell-Bottas, c'est susceptible aussi de rapporter le championnat pilote et le championnat constructeur. Donc effectivement, économiquement parlant, on est dans une situation où tu peux plus te permettre de faire des folies et virer. Ne pas prolonger Lewis Hamilton, économiser 40 millions ou 50 millions de salaire et derrière propulser une jeune pépite comme George Russell à 5 ou 10 fois moins cher pour avoir le même résultat, tout en relançant pas l'intérêt de la discipline, mais le côté où, hop, on veut voir ce que va faire le petit Russell, ça peut être une sacrée opération financière pour Mercedes. Il y a un problème, c'est en fait, il n'y a pas la bonne solution. Il y a zéro bonne solution. Tu gardes Hamilton-Bottas, bon, ça fonctionnera et tu mettras à la poubelle un jeune encore 1 an, 2 ans, on ne sait pas combien de temps. Tu prends Russell-Bottas, ça fonctionnera, comme l'a très bien dit Hamza, ça c'est une certitude. Est-ce que ça donnera la marche confortable qu'a Mercedes depuis quelques années en termes de championnat ? Ça c'est beaucoup moins sûr, donc tu prends un risque. Si tu prends Hamilton-Russell, ça peut partir au clash et ça peut être compliqué. Donc, après, quand tu fais peser la thune que demande un Lewis Hamilton, et encore, ça reste des rumeurs, il faut bien comprendre. Oui, bien sûr, 50, 70, il ne pilotera pas pour 10 millions. Voilà, en tout cas, il ne vaut pas moins de 50, ça c'est sûr. Mais aller jusqu'à 70, je ne sais pas. Mais voilà, là, mais tu parles de risque. Quand tu dis, il y aura peut-être pas la marge avec Bottas et Russell. Mais est-ce que l'économie du salaire de Lewis Hamilton ne vaut pas cette prise de risque ? Ça, c'est une question. Surtout dans la stratégie de Daimler. Ouais. Parce que Daimler, on entend tout le temps que Daimler veut se retirer petit à petit. Ineos est venu pour ça aussi, en Formule 1. Il s'engage. Tu regardes les vidéos des Pielo, je crois. Ah, le youtubeur aux 15 000 abonnés. C'est ça, ouais. C'est pas le collègue de Nico Rosberg, je crois. C'est ça, ouais. Non, ils sont au même syndicat, je crois, tous les deux. Ah, bien joué. Non, mais du coup, si on suit la stratégie de Daimler, et Daimler, c'est quand même l'injection du pognon à la base, quand même, c'est Formule E, c'est développer pour les voitures de demain en termes de voitures de route, et c'est réduire l'investissement. Aujourd'hui, et moi, franchement, je suis tout à fait d'accord avec Robert Doornbos, est-ce que Toto Wolff n'a pas montré ce week-end à Lewis Hamilton, en train de négocier son contrat, qu'ils n'avaient pas forcément besoin de lui pour gagner. Lewis, divisé par 2. Apprendre ou à laisser. Coup de maître de Toto Wolff, je pense qu'on est à peu près d'accord autour de ce plateau. Il y a quand même une autre chose sur laquelle je suis obligé de vous relancer. Imaginons que Mercedes ne prolonge pas le garçon qui pourrait dépasser Michael Schumacher dans l'histoire du championnat du monde. Est-ce que ce ne serait pas la mauvaise publicité aussi pour Mercedes ? Oui. En Allemagne, non.
En Allemagne, garder la sacro-sainte de Mercedes Schumacher. ne vend pas que des voitures en Allemagne, heureusement. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, mais Oui. c'est de la spéculation. Mais effectivement, ils se mettraient une balle dans le pied. Après, je suis pas sûr que Mercedes, leur priorité, ce soit la même que Red Bull, à savoir battre des records. Mercedes, leur priorité, je pense que c'est vendre des voitures, d'avoir une belle image, d'avoir quelque chose de propre, de lissé, de se dire que tout est fiable, tout est bien, tout est fort chez Mercedes. Et en l'occurrence, une entreprise qui a des comptes dans le rouge, bah, c'est peut-être plus important de régler ça que de battre des records. C'est pas Red Bull. Puis la possibilité, enfin, si tu prolonges Hamilton et tu repars sur du Hamilton Bottas, que fais-tu de Russell? Tu le remets chez Williams en fond de grille. Enfin, Bah, ouais. là, c'est un Ce qui va sac se de passer, nœuds. hein. Tu marches sur un fil et. Surtout que là, tu as mis en lumière Russell. Donc Bah oui. forcément, des écuries de plus haut calibre que Williams, et sincèrement, il n'y a que ça sur la grille, peuvent aller faire une offre à Russell. C'est un marché libre. Donc, Et puis malheureusement, enfin, qu'on le veuille ou non, je suis le premier à vouloir Hamilton Russell. 2021, pour moi, ça me semble complètement irréaliste de songer à cette hypothèse. Alors justement, on y vient. Vous êtes dans la peau de Toto Wolff, les amis. Vous avez plusieurs solutions. Science-fiction. Ah, le fameux. Science-fiction, je te Y a le pas de- reprends. tu vas avoir une rubrique Il y a pas science-fiction. d'argent, Il n'y a pas de jingle science-fiction. Ouais, la chronique science-fiction de Damien Ramani. C'est le moment science-fiction de cette émission et de ce débat. C'est la dernière partie. Vous êtes à la place de Toto Wolff et regardez les choix qui se présentent à vous. Quelle stratégie désormais, les amis? Que doit faire Mercedes en vue de 2021 ou en vue de 2022? Vous me répondez ce que vous voulez. On a la première possibilité, Russell pour mettre la pression sur Lewis Hamilton, faire baisser du coup les demandes salariales du septuple champion du monde, replacer aussi l'institution Mercedes au centre des débats parce qu'on a eu un peu l'impression ces dernières semaines aussi que Lewis Hamilton était au-dessus de tout, repartir sur un modèle à 2 numéros 1, insuffler une concurrence à Hamilton en interne, redorer le blason aussi en termes marketing parce que on va pas se mentir, les amoureux de Formule 1 que nous sommes ont envie, quitte à ce qu'il y ait une écurie qui domine tout, de voir au moins une lutte ouais. en interne. Et puis surtout, le statu quo, ça peut être la même chose que cette année en vue de l'année prochaine. Reculer pour mieux sauter avant la nouvelle ère, accompagner Hamilton dans la chasse au record et tout changer, pourquoi pas en 2022 ou peut-être en 2023. Vous êtes Toto Wolff, vous êtes un petit peu moins musclé que Toto Wolff, les gars, quand même. Je tiens à dire, mais surtout, moi compris, un tout petit peu moins riche. et aussi un petit peu moins riche. Vous êtes Toto Wolff, quelle hypothèse, quelle stratégie vous mettez en place? Dernière option pour moi. Ah, tout le monde va dire. Dernière option parce que Statu quo? parce qu'en fait, si je suis Toto Wolff, je ne cherche que en fait le fait qu'on me foute la paix. On va pas te foutre la paix si tu repars sur le même line-up après ce que Non, mais en fait que j'ai l'assurance que ça marche. On peut dire ce qu'on veut sur moi, ça marche. Et surtout, en fait, à l'aube d'un changement pareil où Mercedes n'a aucune garantie de fonctionner de la même manière que jusqu'alors, je garde comme ça. Sincèrement. Enfin, moi, j'ai pas envie, je suis en tant que moi-même, mais en tant que Toto Wolff. Ouais, laissons comme ça, on verra après. Il y a quand même deux questions qui se posent. C'est la pression médiatique que tu peux avoir sur la saison et dans quel état Valtteri Bottas va revenir l'année prochaine. Mais on a compris ton choix, les amis. Statu quo aussi, mais. Oh. Mais. Il y a que des centristes sur ce plateau. Non. Il y a une manière de communiquer, mon cher Manu. Il y a une manière de communiquer. Tu l'annonces fin de cette année. Tu dis c'est la dernière saison de Lewis Hamilton en 2021. En 2022, Russell prend sa place. Oui. Hamilton. Oui. Non, mais tu signes juste George Russell. Tu signes George Russell. Tu dis rien. Et tu dis qu'il prend la place d'Hamilton. Est-ce que Bottas, tu le re-signes ou pas? Ça, après, ce sera ton choix. Attends, Mais donc en tout cas, tu prends un George Russell. Numéro 1, la voiture aura été développée par Bottas et Hamilton, très bien. Et derrière, tu prendras soit un pilote d'expérience, soit un autre jeune, ce que tu veux, etc. Pour 2022, tu vires Hamilton. Laisse le doute. Tu lui dis. Tu dis, je prends Russell pour remplacer Hamilton. C'est ce que tu dis. Oui, mais tu fais communiquer ça de manière à dire c'est la dernière saison du grand septuple champion du monde qui deviendra octuple champion du monde de Formule 1. Il a envie de faire autre chose, machin truc. Bon, là, je suis en train de sortir les violons, tu vois, mais voilà. Ça me rappelle la promesse de la tournée d'Aznavour pour ses 80 ans. C'était la dernière. C'était un peu ça. Quelle belle rêve. Non, moi, alors je n'ai pas le portefeuille pour assumer derrière, etc. Mais moi, évidemment, j'écarte Bottas et je pars sur du Hamilton Russell tout de suite en 2021. Merci. Non, mais quelque part, on fait tout ça. Mais oui, franchement, oui. Demain, Mais tu oui. dis, t'as qu'un an chez Mercedes. Non, mais quitte. Pas que je vais foutre le Non, bordel. mais t'as raison, tu sais quoi. S'il faut mettre un peu Mercedes dans le mal financièrement, il faut essayer de parler. Bon, Alors, je vais couler une boîte. ce que je veux dire, c'est que Au moins, on en revient à ce débat numéro 1, numéro 2. Oui. Dans l'histoire, Ayrton Senna, Alain Prost, on retient quoi? On retient l'accrochage au Japon.
encore aujourd'hui, même le grand public, il sait, la voiture, elle était blanche et rouge, il y a le truc Exactement. Quel est Marlboro, il y a le truc sponsor, Honda, ouais. l'accrochage Rosberg, Hamilton, tout ça, ça fait partie d'une histoire. Hamilton-Bottas, on va retenir à zéro, rien du tout. Ah bah alors ça, je te le fais pas dire. hein. Putain, il m'a convaincu. C'est la première fois en un an Tu et vois demi. Eh ben, on Ouais. est tous d'accord sur Ça, ça. c'est faux parce que lors de l'émission numéro 1 numéro 2, il disait pas ça. Non, mais c'est ça qui est génial avec les pistonnés, Je les amis. je peux avouer mes Si torts. vous ne l'avez toujours pas compris, c'est qu'en fait on est d'accord sur tout, mais on le dit différemment et ça nous donne l'occasion de faire des fois des émissions d'1h30. Voilà, c'est ça qui est génial. C'est l'ADN bien sûr de cette émission. N'hésitez pas à commenter bien sûr ce débat. On attend votre avis, on l'a eu à travers ce sondage. On attend maintenant vos petits commentaires. N'hésitez pas bien sûr à nous les donner, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en bas de cette vidéo. Et au miracle les amis, nous allons tout de suite partir sur le quiz. Oui, allez. Quiz qui va se passer en 3 parties. On va d'abord avoir un jeu de questions-réponses. Excuse-moi, j'avais oublié monsieur Alex Caldi, qui vient en plus avec un iPad. Du coup, il va avoir les réponses. À tous les coups, il va avoir les réponses. Vous les avez sans doute aussi déjà chez vous. Bienvenue, re-bienvenue Alex. On est content de te voir. Ça fait quelques fins d'émission que tu as raté du coup. Hein, à cause de ce timing pas forcément très bien géré. Il va y avoir 3 parties. Première partie, c'est un jeu de questions-réponses. La deuxième partie, c'est une déclaration à retrouver. Et la troisième partie, c'est une énumération qui va être de grande beauté. Ah, je donc pense on en que, a à pour mon au moins avis, 3 heures. Ouais, facilement. C'est le bonheur. Quiz, première question, chers amis. Quel immense champion automobile a annoncé lundi que 2021 serait sa dernière saison? What? Ogier. Il est là. Oh, un point. bien Voilà. joué, bien joué, bien joué. Attends, Ah, je vais noter. 2021 sera sa dernière. Eh oui, ça sera la dernière. Normalement, Il ça devait être cette année. Il va pas mais chercher c'était- Sébastien Loeb. Ah non. Non, il a Ouais, dit non. que non, Et il bah est- voilà, Voilà. Lewis Hamilton sera pas Septième là. titre, Et septième effectivement. titre pour notre ami, bien sûr, Sébastien Et si Ogier. Kimi Raikkonen revenait en. Ça sera l'occasion d'un autre débat. parle bien pas sûr, de un petit malheur. peu plus tard. 1-0 pour monsieur Alex Caldi. Avant Hamilton, qui était le dernier champion du monde à ne pas avoir participé à tous les grands prix lors de l'année de Schumacher. son sacre. Est à l'année ou pas? Bah, 80. Je l'ai- Non. En 2006. 98. Non. 95. Il se blesse en 99. C'est pas 95, mais tu brûles. 94. Et oui, parce qu'il Ah oui, il est suspendu, il bien est sûr. suspendu. Ah, oui, maintenant, oui. Oh, je te le donne quand même, je te le donne. Allez. Tombe. Ah ouais, bah, Allez, c'est c'est bon, comme Voilà, ça. c'est cadeau. C'est cadeau. Et bien c'est sûr, famille. encore une fois, de Non, le point bonus en plus. On est sur une fin de saison, il me reste plein de bons points, je les distribue. Vrai ou faux, ce n'est pas la première fois que Mercedes roule en Grand Prix sans champion du monde à son bord. C'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Bah, pour moi, Bah, c'est la non, c'est première vrai, fois. c'est vrai. C'est la Vrai, première. Dans les années 50. C'est la première. Oh. C'est vrai ou c'est faux? C'est Moi, vrai. C'est vrai. Pour moi, c'est faux. Bah oui, il a raison. Ah oui, c'est Fangio qui commence. Oui, c'est Fangio. Eh qui commence. ouais. Ah mais t'avais pas un... Ne cache pas que j'ai pas compris la question. hein. Ah, écoute, ça, il faudra revenir à Ça ça. sera remporté pour toi cette question. Vrai ou faux, George Russell est le 3e pilote à avoir couvert le plus de tours en tête cette saison. Mais non. Oh, c'est possible. T'as dit 80... quoi? Moi, c'est vrai. Hein. Non, non. Si, c'est vrai. Il y a C'est vrai, 87 il a tours. raison, Alex. Ah, 87 Oui, tours. parce qu'il y avait 87 Ouais. tours. Ah oui, remarque, oui, t'as raison. Ah bien joué. Ah, c'est Non, escroquerie. mais il en a fait combien? Il en a fait 60, Bah, 50, 60. Ou à peu près. 50-60 ouais. Bah, Et il a presque Verstappen, on un n'a prix. pas eu 60. Bah, ça me. Ah non. Là, c'est une question à 2 points, les amis, et ça peut être l'occasion pour Pierrot et Brice d'égaliser avec Alex et Hamza. À quand alors, il me faut 2 informations, ça coûte 2 points. À quand remonte la dernière 2e place de Renault et qui était le pilote? La dernière deuxième Vitaly place. Petrov. Kubica, 2010. Oh, il est bon. Ouais. T'as le Grand Prix ou pas? Ah, Malaisie. Je pense que c'est la Hongrie. Ah, ça va être un demi-point, ça va être un Canada. demi-point. Aïe, 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 aïe. Non, Ah, mais non, non, c'est pas la c'était Malaisie. Ça tentait vraiment, Melbourne no 2010. Melbourne. Oh. Melbourne 2010, et je suis vraiment quelqu'un de difficile. Il Je fait te mets- P2. Je te mets 1 point et demi. Oui, il fait P2 à Melbourne. en 2010. Melbourne direct. J'avais complètement oublié moi-même. Ouais. Renault, nouveau champion du monde. Attention les amis, c'est une question que je sais qu'un certain confrère Emmanuel Touzeau doit forcément avoir chez lui. C'est une certitude, c'est un spécialiste sur cette question. Jordan est le nom originel de Force India, devenu par la suite Racing Point, qui prendra le nom d'Aston Martin l'année prochaine. Qui fut le premier vainqueur en Grand Prix de Jordan et quand? C'est pas Johnny Herbert? Non, C'est pas Frenzen. Non, c'était du coup, Stewart. c'est Stewart, ouais. Frenzen. c'est pas Frenzen. Physique est là. Bah ouais, physique. Non, c'est Non, pas Jordan. Attends, c'était. Ah bah oui, c'était pas Jordan du coup. Bah oui, c'est Schumacher. c'est Jordan. Non, c'est pas Schumacher. Non, Vous êtes fous non, quoi les non, gars? non. Il a Ah non, jamais il a gagné commencé avec chez Jordan. Jordan. Non. Il a pas gagné avec Jordan? C'est un petit peu plus tard. C'est un petit peu plus tard. On est fin des années 90. Un Grand Prix mythique dont on a déjà parlé cette saison. Oh là. Donnez votre langue au chat. Oh, c'est dur. Ah là, moi, on... Non, j'ai pas du tout là. Ah, Vous l'avez pas peut-être un indice peut-être, mais. Voilà, attends, Non, je l'ai pas. c'est Damon Hill au Grand Prix de Spa-Francorchamps Ah, 98. il est trop fan de Damon Hill aussi, Manu. On oublie un peu. Ils font doubler avec. Ah oui, c'est Alexandre 4. Oui, bien sûr. Bah oui. 98. Ouais, ouais. Les amis, légende. qui a dit ça? Damon Hill. C'est pas Damon Hill. Bertrand Cachot.
Qui a dit ça? Regardez, je trouve que toutes ces comparaisons entre Mick et Michael n'ont aucun sens et participent à un débat ennuyeux. Contrairement à ce qui a été fait avec moi, il faut le préserver de cela. C'est Mick qui fait le job, plus Bon, je sais Michael. J'en sais rien. Vettel Rosberg, non? Vettel Non, c'est pas Vettel, c'est pas Nico Rosberg. Qui aurait pu être comparé à Michael Schumacher? Damon Hill. Non. Non, mais non, mais pas dit. Non, mais... Ah, mais Jacques Villeneuve, peut-être? Non, les gars, un truc beaucoup plus simple, évident. Lewis Hamilton? Puisqu'on compare Mick à Michael, qui a-t-on pu comparer à Michael? Ralph? Eh oui, Oh, ouais, ça. Ralph Schumacher. Mettez ça plein pot, parce que l'information principale de Ralph Schumacher, C'est pour ceux Paris qui n'ont pas Hilton connu, c'est que c'est un ex-pilote, frère d'une légende, mais ex d'une ex-playmate. Voilà, je voulais vous le dire. Ça, hein. Je voulais vous le dire avant Un que... beau pédigré. Hein. Vous allez voir ce soir, vous allez vous coucher en vous disant tiens, ce soir, j'ai vraiment appris des choses dans la piste. On va passer désormais à l'énumération et il y a moyen que ça dure très très longtemps. On n'a pas de stylo, j'imagine. On n'a pas le droit au stylo, bien évidemment. Oh là là. L'énumération, les amis, il y a très exactement depuis dimanche dernier 36 écuries qui ont gagné un grand prix de Formule 1. Oh là 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 là! Et je voulais. Ils sont 210! qu'on essaye de retrouver chacune de ces écuries Oh punaise. à avoir gagné un grand prix. Je suis vraiment un pervers. hein. Ça, vous pouvez le dire. C'est la fin de saison, mais je me suis dit, on va se faire un bon quiz. Là. Oh punaise. On serait naze. On va commencer avec Alex qui mène. Qui mène. Je rappelle, c'est le Comment ça, champion qui en mène titre, les amis. Bah oui, il a 3,5, toi t'as 2. Arrête ta négo, toi! Et de Lascar. Alors, tu sais quoi, regarde, ça sera un super banco. Allez, yes. Ils sont à 0, je trouve ça trop beau. J'adore les victoires d'escrocs. Ça, on le sait! Ça, on le sait. C'est souvent ce qui est Bon, allez, publicité Alex, dans les pistes. commençons. Allez, on commence avec Allez, Alex on Calvi. va commencer par le plus facile, Ferrari. Ferrari, oui, en effet, j'ai eu un doute, mais oui, en effet, 238 victoires. Après, c'est à qui à moi? Mercedes. Mercedes, en effet, Il le sait avec un point d'interrogation. Mercedes McLaren. troisième. McLaren, deuxième, en effet. Les 3 premiers sont tombés. Brice, Déjà ça va vite. Racing Point? Oui. J'ai vu hésiter. Non, mais j'ai hésité parce que je me suis dit, s'ils l'ont pas dit, t'as dû dire à part Non, Racing non, Point, t'inquiète tu vois. Donc, C'est Oh fait. là là. Racing Point. C'est à moi du coup, Renault. Renault, en effet, qui apparaît à la 8e position. Red Bull. Red Bull, en effet, mon cher Pierrot, je sais même plus où ils sont, Red Bull, mais ils y sont, c'est une certitude. On parle bien des noms d'écuries et pas forcément des entités. Oui. Ah oui, parce que là. Oui, Williams. Williams, en effet, 4e écurie qui a le Williams. plus remporté de Grand Prix. Lotus. Lotus, oui, tout à fait, 5e avec 81, une victoire, pardon. Alpha Tauri. Alpha Tauri, en effet, depuis la victoire de Pierre Gasly à Monza. Bon bah Toro. Voilà, Oui, oui, c'est voilà, sûr. c'était sûr. Toro Rosso, forcément. Allez. Merci, bisous. Benetton. Benetton, tout à fait, bravo Hamza. 9e, 27 victoires. Braun Grand Prix. Ah oui, Oh, oh là oui, là bien là sûr. là, Bien bien sûr. joué. 18e avec J'aurais 8 peut-être dû la garder pour plus tard, celle-là. On va essayer de retrouver. Aïe, 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 aïe. Terribles images. Ce sont des images qui d'une en a violence. Je vais sortir un Vauxhall. Vauxhall. Oh, mais je crois que t'es bon en plus. Oui, 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 non, mais ça c'est sûr, mais. Vauxhall. Dis pas c'est sûr. Ah ouais, Oh, c'est dis sûr. pas non, c'est non, sûr. non. Non, non. Oui, alors, Ouais. alors, moi je le dis Von Wall. Mais en Ah effet, oui. je te l'accorde. Oula, mais alors. Non, 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 je crois que c'est différent. Alors, Ah non, Vauxhall t'as et raison, Van non, Wall, non, pas t'as raison, du parce que tout la Vauxhall, même c'est chose. le Oui, oui, c'est un autre truc. Non, non, non. britannique. Non, 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 non. attendez, hein. Alors, fais pas Malheureusement. cette tête. Alors, Fais pas cette tête. alors, C'est vrai, attendez. c'est On vrai, a c'est l'expérience vrai. comme ça. Attendez, Ça a pas donné. attendez. T'as dit en fait c'était Ferrari, non mais non. Attendez, T'as mal prononcé, non. Non. De toute façon, ils achètent les. Les amis, la VAR a décidé non, malheureusement, Alex Caldi est éliminé. Et ne devrait pas gagner du coup, puisqu'on est sur un super Eh oui. banco. Ah, dommage. BMW. Mais on me dit quand même que c'est pas terrible d'avoir cafeté comme ça. Non, il a raison. J'ai plus rien à perdre. C'est comme ça. BMW, Robert Bien Kubica, sûr, 2008. une victoire en effet. Honda. Honda, Ah, oui, voilà. tout à fait. Oui, Honda, 3 bien. victoires. C'était pas Honda? C'est pas Baron. Là, ça Honda. devient compliqué. Là. Ah, bah, j'ai Pensez, pensez aux vieilles Non, non. années. Pensez Ah aux oui, vieilles non, moi années. j'allais dire Alfa Romeo. Alfa Romeo, bien Ah. sûr. Bien sûr, bravo, 10 victoires, 13e. Et c'est là où ça me retombe sur la tronche. Comment ça s'appelle? Tyrrell? Bien sûr, Tyrrell. Bravo, Tyrrell. bravo Pierrot. Bah oui, Tyrrell. Quand même. Oui, Tyrrell, attends. Oui, 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 Ah, oui, 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 forcément, oui. c'est une certitude, j'en suis sûr. Monsieur Ken Tyrrell. Oui, Tyrrell, 10e, excusez-moi. J'ai pas le droit d'avoir un doute sur ce genre de choses quand on a une émission qui dissèque la F1. C'est à toi? C'est à toi, non? Non, on a dit Stewart. On n'a pas dit Stewart, bravo. Oh, une victoire. bien. Une victoire, 32e, J'ai- c'était Johnny Herbert. C'est pour ça que tu as eu le doute. C'était ce que j'allais dire. Aïe, aïe, aïe. Il y en a d'autres, tu peux en citer d'autres. Oui, Johnny. Jordan. Pardon? Jordan. Oui, tout à fait. On l'avait pas cité. Ah oui, on l'avait pas, ouais, on n'avait pas cité. Jordan, on Jordan. l'avait pas cité. Brabham. Brabham, bien évidemment, mon cher Pierrot. 7e. Tolman. Tol... Ah
là 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 là, terrible Ah, je image, crois pas. terrible Ah, image. non. Oh là, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le plateau des Bah, attends. pistonnés? Oh là là Ah là bah là, non, non. et La malheureusement, Non. malheureusement, Tolman n'a jamais gagné en Grand Prix, mon cher Hamza. C'est terrible Les- parce que Oh les non, garçons, les Deux garçons, escrocs. non, J'ai pas vu. les garçons Les qui ont deux marqué des escrocs. points sont éliminés. Ah ouais. Ils Les peuvent pas deux remporter escrocs ce se coup. retrouvent terrible. en finale. C'est incroyable. C'est terrible. Ligier. Ligier, oui, bravo. Il l'a vu, il l'a Neuf vu. points. Non, pas du tout, vraiment pas. Attends. Ils sont en train de regarder le replay. Là, dans En la plus, j'ai room. l'œil qui a été Non, attiré, c'est mais bon, j'ai ça a rien l'air- lu. Ça a l'air d'être bon. Matra. Oui, bien vu. 9 victoires. Cooper. Oh bien. Oh là 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 là. Oh, ils sont bons dans cette émission. Je les aime beaucoup. Attends, quand même, parce que là, attends, tu sais plus. Cooper, années 50. Hein. Ouais, Cooper, 12e, excuse-moi, 16 victoires. Je suppose que Van Wall ça fonctionne pas. Bah non, 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 bah non, non. Ça serait trop. C'est trop beau. D'arriver à un point de trop beau. respect de toi-même, là, ça c'est. Oh, il est beau ce coup, les gars, vous me régalez, bravo. Je transpire pour vous. Ah, il y en a un qu'on a fait. Bah, si tu veux le dire, n'hésite pas. Mais attends, mais il y en a. Oui. Il y a une immense marque. Oui. Il y a une immense marque. Qui c'est qu'on n'a pas dit? Mince alors. Je crois qu'il y a deux immenses marques que vous n'avez pas citées. Oh là là, c'est scandaleux là. C'est Deux immenses scandaleux. marques. Maserati, on Oui, l'a il est pas là. dit. 9. Bravo, on l'a pas dit Maserati. BRM. Oui, il est là. 11e, punaise, 17. j'avais aussi ça. Vous savez qu'il y a beaucoup plus simple, les gars. Il y a beaucoup plus simple. Il y a beaucoup plus C'est simple. beaucoup plus simple que ça. Putain, c'est chaud là. Attends. Est-ce qu'on serait pas sur l'émission la plus longue de l'histoire des Ah, pistonnés? c'est l'histoire- ah, mais Je ça, crois c'est- qu'on y est. Je crois qu'on y est. Je crois Attends, qu'on touche du doigt l'histoire de cette émission. On C'est a la fait- 51e. On a fait les circuits. On a fait, c'est vrai, 2 heures d'émission avec notre ami Dorian Boccolacci. 4 heures. 4 heures même. Je- Deux fois 2 heures. Je vais faire le gentleman et je vais laisser la victoire à Brice. Je n'ai Oh, pas- c'est bon. Non, non. Tu vas pas faire le gentleman, t'as rien. Ça n'existe pas, ça. Il Eh est bien, fou, écoute, lui. est-ce que t'en as un juste pour le fun? Bah, j'arrivais au bout. T'arrives au On a bout? dit Jaguar. Alors Jaguar, Jaguar, non, mais on a gagné. non, 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 non. pas gagné. Il y en a qu'on n'a Par pas gagné. contre, les gars, je crois que vous avez Si, oublié si. Renault. Non, Non, on l'a dit, on l'a dit, Renault, je l'ai dit. Alors, vous avez oublié Porsche. McLaren aussi. Hein. Ah, McLaren a été dit, Non, McLaren a été dit. non, C'est le McLaren deuxième a qu'on a dit. dit. Ça a été dit. Qu'est-ce que vous auriez pu dire? Après, c'est vrai que c'est Porsche, compliqué. Il y a Toyota, ils Curtis sont pas gagnés. Craft, Non. Watson, March, Wolf, Ah, March. Ouais. Honda, vous l'avez dit, Epperly, Kuzma, c'est compliqué. Porsche, Eagle, Eski, Penske, Shadow. Et voilà, c'était les seuls Oh, qui ça nous va, manquaient. ça va. Franchement, il y a Respectable. de la culture dans cette émission. Je tiens à le saluer. Vous portez des masques, les amis. C'est un peu énervant pour faire une émission. Et on vous comprend bien sûr dans les commentaires. On a beaucoup blagué Désolé. là-dessus. Mais en tout cas, bravo parce que les cerveaux fonctionnent encore. Merci beaucoup, les amis. Voilà, c'est la fin de cette émission. Hamza, mot de la Oui, fin? juste important de le préciser, je suis toujours en tête du classement des pronostics. Oui, qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et tiens, on va se le faire juste pour le fun. J'ai pas le classement du tout. qui s'apparaît absolument pas. Il me semble que tu avais un bonus obligatoire encore à prendre. Non, je l'avais pris justement. Non, mais arrête. C'est Regardez, très simple. regardez les émissions. Alors c'est très simple les gars, on va faire voilà, vous me donnez le vainqueur et alors le bonus il est costaud mais je vous donne 50 points de bonus. Oh, bah, allez. C'est si George Russell remporte la course, sachant qu'on Évidemment. sait toujours pas si Lewis Évidemment, Hamilton oui, on le va courir. prend. ou pas. Russell gagne la course. Moi, c'était C'était Russell pour mon, le c'était mon Russell. vainqueur de base. Ouais, D'accord. pareil. Ah d'accord, donc Russell et bonus. Donc, C'est quoi? d'accord. Faisons Ok. tapis. D'accord, all-in, c'est super. Russell aussi. Victoire de Lewis Hamilton. Je l'aime ce mec, je Oh l'aime. là là Merci là à là. tous bien sûr d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de la commenter sur les réseaux sociaux, Twitter, enfin Instagram, Twitter, voilà très précisément. On attend vos commentaires aussi également sur la chaîne YouTube. Merci et surtout à l'équipe de la First Team de nous avoir accompagnés aussi longtemps et aussi tard puisque cette émission est enregistrée. Prenez soin de vous, n'oubliez pas Roue Libre, n'oubliez pas l'émission de rugby, n'oubliez pas toutes les émissions de la First Team Sport bien sûr. On reste connectés et on se retrouve la semaine prochaine pour déjà le dernier Grand Prix de la saison. Salut!